Lorsque vous analysez les bilans d'une société pendant 15 minutes, c'est 14 minutes de trop ou un truc comme ça, quoi. Moi, je trouve que c'est important, tu vois, C'était comme disait provocateur, Buffett. évidemment, c'était Ouais. provocateur. Si tu veux, une fois que tu regardes que ta société, tu vois qu'elle est en bonne santé, qu'elle est pas chère, qu'il y a un bon niveau de croissance, etc., t'as déjà enlevé 90% des risques. Les gens cherchent absolument l'action qui va faire x100, alors que ce qui va vous faire gagner en bourse, c'est d'investir sur des boîtes qui sont solides, qui vont continuer de grossir, qui ont grossi sur les 10 dernières années et qui vont continuer 15-20% par an. C'est comme ça que vous allez gagner de l'argent, quoi. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de format où on fait un podcast, c'est plus naturel, on discute, on aborde plein de sujets différents. Si vous voulez qu'on aborde des sujets dans un prochain podcast, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bonjour Tino, je te laisse te présenter. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Écoute, très heureux, merci pour cette invitation. Ça va être cool, ça va être sympa, j'en suis sûr. Pour les présentations, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis désormais créateur de contenu sur tous les sujets liés à l'investissement. J'ai très bientôt 40 ans. Il paraît que je les fais pas, donc ça me rassure, mais enfin je les porte quand même. 19 ans et demi de banque. Je suis rentré à la banque très très jeune et donc du coup j'ai fait ma carrière à la banque. Pas dire tous les postes parce qu'il y a tellement de postes dans le milieu bancaire que ce serait prétentieux de dire que je les ai tous faits, mais en tout cas tous les postes, on va dire classiques, déjà du réseau commercial, donc j'ai commencé à l'accueil, au guichet, même derrière le guichet parce qu'à l'époque il y avait les grandes photocopieuses, donc on passait pas mal de temps derrière, et puis ensuite les métiers de conseil. Un petit peu de conseiller particulier, conseiller financier, un petit peu entreprise, etc. Un petit peu d'encadrement également. Et ensuite, j'ai bifurqué sur le plus beau métier du monde, qui est le métier de la formation, voilà, à la banque. Donc, moi, je travaillais pour le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. D'abord dans le sud de la France, où j'habite. Et ensuite, j'étais détaché sur Paris. Donc, j'allais travailler 2 à 3 jours sur Paris, autour du Haut, à côté d'Ivry. Et voilà. Et donc, parallèlement à ça, moi, bon, étant quand même dans le milieu de la finance, si tu veux, j'ai toujours investi beaucoup, très jeune. Si tu veux, en 2019 déjà, je voyais bien que sur les réseaux, ça commençait un petit peu à parler de finances. Et donc j'ai commencé un petit peu à poster, à dire ce que je faisais, etc. sur Twitter. Et puis bon, ça a pris, il y a eu pas mal d'engouement. Ensuite j'ai fait une chaîne YouTube. Et puis bon, voilà, depuis 6-7 ans désormais, je publie régulièrement. Et tu fais de la formation, mais plus en ligne maintenant. Enfin, on va dire de l'éducation financière via les réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, éducation, tu sais, le mot est un peu galvaudé parce qu'éducation, pour moi, c'est un peu beaucoup, quoi, on va dire. C'est un peu prétentieux. Mais en tout cas, on essaye de vulgariser, on va dire, l'investissement de manière générale. Je trouve que c'est plus juste de dire ça. Et j'essaye surtout aussi d'apporter, si tu veux, un regard aussi un petit peu institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a le regard 100% institutionnel, il y a le regard 100% non institutionnel qui a été vulgarisé par les jeunes créateurs de contenu. Et je me situe un petit peu entre ces deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui sont vues par le monde non institutionnel et qui est très critique, ce regard est très critique sur le milieu bancaire, etc. Mais il y a aussi des réalités. Moi, je suis pas toujours aussi critique envers les banques. D'abord parce que je crache pas dans la soupe, qui m'a nourri pendant 20 ans, mais en plus parce que les choses ne sont pas toujours si simples et il y a des tenants et des aboutissants que des particuliers n'ont pas toujours comme information, voilà. Ouais. Donc, justement, je pense qu'on va parler de ces sujets-là, ça va être très intéressant puisque moi j'ai cette vision où j'ai pas du tout fait d'études financières particulières. J'ai appris sur le tas en plaçant mon argent et en faisant plein d'erreurs et en testant un peu tous les produits, tu vois, qui sont mis à notre disposition. Conseiller en gestion de patrimoine, assurance vie dans un grand assureur, compte titre, PEA. Enfin, j'ai vraiment appris sur le tas et je pense que ça justement, ça va être assez intéressant de confronter un peu ton expérience et ce que moi je peux penser et partager sur les réseaux sociaux depuis que je crée du contenu. Et quand tu faisais de la formation dans les banques, tu t'occupais de quoi exactement ? Alors j'ai fait plusieurs
types de formations, hein, quand j'étais formateur. Alors, c'était surtout, alors d'abord, quand j'étais dans le sud, quand j'étais, en région, quoi, si je puis dire. Parce qu'en fait, si tu veux, le groupe BPCE est composé donc du groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne, plus d'autres, on va dire, d'autres conglomérats, quoi, filiales. Mais globalement, c'est Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et les Banques Populaires et Caisse d'Épargne sont régionalisées. Donc moi, en l'occurrence, bon, je suis de Montpellier. Et, ça s'entend, il paraît, au niveau de l'accent. Un petit peu. Un petit peu. Et donc, du coup, j'étais Banque Populaire du Sud. En l'occurrence, c'est la Banque Populaire du Sud. Il y a Banque Populaire Rive de Paris, Banque Populaire Alpes, Côte d'Azur. Voilà. Donc moi, j'étais Sud. Donc là, pour le coup, c'était de la formation vraiment sur le métier de conseiller. Voilà, sur la montée en compétences, tout simplement, sur le métier. Sur Paris, c'était encore plus intéressant. Parce que si tu veux, là, on a basculé sur l'évolution du métier de conseiller par rapport aux évolutions et aux avancées technologiques. Donc, on était en lien, si tu veux, avec Microsoft. Et en fait, mon job, il était multiple parce que c'était essayer de comprendre les outils que Microsoft envoyait dans les banques, les visios, le partage de fichiers, etc., avec des données confidentielles, etc. Donc, il y a des sujets très sensibles. Et voir ensuite, grâce et comment surtout, avec tous ces outils-là, les conseillers allaient continuer à faire leur job correctement. C'est-à-dire, allaient continuer à bien conseiller, justement, leurs clients. Et évidemment, continuer à vendre des produits, parce que c'est quand même le cœur du métier, quoi. Qu'on le veuille ou non. Donc c'était génial, c'était passionnant, parce que c'est source de stress pour des collaborateurs. Quand tu as un nouvel outil qui débarque, tu es habitué depuis 20 ans à faire tu vois. Et la banque, c'est très, dès qu'on dépasse un petit peu, il faut faire attention. Donc, tout l'enjeu était là, et c'est un enjeu financier d'abord, pour la banque, d'abord d'investir sur des nouveaux outils digitaux, et ensuite de faire en sorte qu'ils soient correctement, tout simplement appliqués et exercés au quotidien des conseillers pour, derrière, in fine, bien conseiller nos clients. Donc c'est génial, voilà, c'était très passionnant, vraiment passionnant. Ok. Et donc, ce que tu partages aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est, on va dire, de l'information et de la vulgarisation sur la finance en général, sur les stratégies ETF, sur les stratégies d'investissement. Et justement, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, la première question, le premier sujet que je voulais qu'on aborde, c'est, selon toi, aujourd'hui, quelle est la place de la gestion active dans l'investissement en bourse pour un investisseur particulier ? Alors, il y a plusieurs réponses, si tu veux. D'abord, au-delà de donner un avis, parce que donner un avis, tout le monde peut donner un avis, et si tu veux, c'est pas de l'humilité de le dire, mais je le pense sincèrement, mon avis ne vaut pas plus que le tien ou celui de quelqu'un qui nous regarde. Mm-hmm. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même poser des faits. Et en l'occurrence, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, ça dépend du profil. Si tu as un profil débutant ou peu expérimenté, évidemment, la gestion active, pour moi, doit représenter une toute petite partie ou une partie mineure de tes investissements. Et effectivement, aujourd'hui, la gestion dite passive, elle, doit être plutôt majeure, tu vois. Mm-hmm. Tout en sachant que la gestion passive, ça n'existe pas. Hein. La gestion passive... Est-ce que tu peux, peut-être pour nos auditeurs, juste clarifier en 2 mots, différence gestion active, gestion passive ? Ouais. De manière très simple et assez radicale, la gestion active, c'est choisir soi-même ses actions, et la gestion passive, c'est choisir des ETF qui, eux, vont évoluer au fur et à mesure du temps. Sauf que... Qui sont gérés par des gens. Ils sont gérés par... Exactement. 1, ils sont gérés par des gens. 2, ils ne font que bouger à l'intérieur. Donc, la gestion passive, en réalité, ça n'existe pas. Et 3, aujourd'hui, tu as plus d'ETF aux États-Unis que d'actions. Ah, j'avais pas cette stat. Intéressant. Depuis le début de l'année, ouais. Depuis le début de l'année, tu as plus en nombre d'ETF que d'actions individuelles. Donc, tu vois, à la base, on avait fait des ETF on a fait quelques ETF pour représenter les indices majeurs, et comme ça, au moins, les gens s'embêtaient pas. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le catalogue des ETF, il est plus gros que le catalogue des actions. Elle est marrante, cette stat. Je vais la réutiliser. Ouais, très marrante. Ouais. Donc, ça, c'est assez étonnant, si tu veux. Mais voilà, donc si tu as un profil débutant malgré tout, bon, effectivement, aller sur de la gestion donc dite passive sur des ETF majeurs, ok. Et après, si tu as un profil plus expérimenté, je pense qu'il faut aller d'autant plus parmi les temps qui courent, il faut mieux aller sur de la gestion un peu plus active, ou au moins se renseigner et progresser pour aller chercher de la gestion active. Pourquoi ?
C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi? Oui, parce que c'est ce que je te disais. Alors attends, j'ai prévu, je vais te montrer quelque chose qui va certainement t'intéresser. Je peux partager l'écran. Hop, tu vas voir. Diapo. Tu vas voir. Là, ça va vraiment, parce que bon, voilà, comme je te disais, donner un avis, c'est bien, mais il faut essayer de l'appuyer sur des faits. Voilà. Ici, tu as la courbe. Donc, en gros, depuis 1880, du PE ratio, donc du ratio cours sur bénéfices, capitalisation sur les bénéfices. Donc en gros, pour faire simple, c'est pas une mesure parfaite, c'est pas un indicateur parfait. Il n'y a pas d'indicateur parfait, que ce soit technique ou fondamentaux. Mais en tout cas, ça montre quand même un état d'esprit sur les valorisations actuelles. Bon, valorisation actuelle, il suffit de regarder, on s'aperçoit que globalement, lorsque tu as un PER au-dessus de 20 voire 25, historiquement, tu es plutôt sur le haut de la fourchette, et à contrario, quand tu es sous 10, sous 15, tu es plutôt sur le bas de la fourchette. Donc ce qui est intéressant de regarder, et que j'aime bien moi regarder, c'est qu'en fait, quand tu regardes ici, donc c'est grosso modo les PER en bas mesurés sur les 30 dernières années, les petits points. Donc ici, plus les points sont sur la partie gauche du graphique, plus tu as un PER faible, et à contrario, évidemment, plus tu es sur la partie droite, plus tu as un PER élevé. Nous, aujourd'hui, on est à 25. Donc, on est ici. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder un petit peu la projection sur 20 ans, la projection de gain. C'est-à-dire, en gros, statistiquement, si tu achètes aujourd'hui le S&P 500 sur ces niveaux-là, quelle est l'espérance de gain à 20 ans annualisée? Et l'espérance de gain à 20 ans annualisée, elle est de 5,36%. Quand tu sais que l'inflation aujourd'hui est en moyenne de toute l'histoire de l'humanité, elle est aux alentours de 3%, ça veut dire qu'en net de gain, tu vas gagner 2,5%, tout en t'exposant quand même sur un marché volatile. Donc, c'est pas terrible. C'est pas catastrophique, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Premier élément. Ça, c'est sur 20 ans. Mais si tu raccourcis la durée et que tu la passes à 10 ans, alors là, par contre, tu as une espérance de gain qui est négative. Ouais, négative. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner d'argent, on ne sait pas, l'avenir mais ça veut juste dire que par rapport aux statistiques qu'on a sur les 30 dernières années, historiquement, lorsqu'on a acheté sur ce niveau de prix-là, sur les 10 dernières années, en moyenne, sur un taux annualisé, tu as été perdant. Tu vas faire des années positives, tu vas faire des années négatives, mais en moyenne, tu vas être perdant. Voilà. C'est un graphique que je partage souvent à mes auditeurs. Moi aussi. Ouais. Parce que, justement, au niveau de valorisation où on est aujourd'hui, le potentiel de rendement sur les 10 prochaines années, en tout cas sur un ETF qui représente le marché américain, puisque là, on est d'accord que c'est le PER du marché américain que tu nous montres. Oui. Ouais. Oui. Donc, sur un ETF qui représente le marché américain, aujourd'hui, les rendements sur les 10 prochaines années, moi, les stats que je donne en général, c'est entre moins 2% et plus 2% par rapport à ce qu'on a eu, comme tu le montrais, dans l'histoire. Et comment on peut expliquer ça à nos auditeurs? C'est aujourd'hui, les niveaux de valorisation des boîtes américaines sont très élevés. Pourquoi? Parce que depuis 10 ou 15 ans, le marché américain est le marché parmi tous les marchés mondiaux qui augmente le plus avec la technologie, les grosses boîtes que vous connaissez tous comme Google, comme Nvidia, etc., qui ont pris de plus en plus de place sur le marché mondial et qui ont vu leur capitalisation exploser et par la même occasion, leur valorisation exploser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certes, c'est des boîtes exceptionnelles qui génèrent énormément de cash et qui gagnent beaucoup d'argent et sont très rentables, mais elles se payent très cher. C'est-à-dire que pour chaque bénéfice que l'entreprise va générer, vous allez payer l'action assez cher. Et historiquement, c'est ce que Tino nous a montré sur ce graphique, c'est que si vous payez les actions à un niveau élevé, eh bien votre rendement sur les prochaines années est moins bon. À l'inverse, si vous achetez une action qui va peut-être générer moins de bénéfices, mais que vous l'achetez à un niveau de valorisation plus faible, auquel cas, la rentabilité, c'est-à-dire le potentiel de rendement que vous pouvez avoir sur les 5, 10, 15 prochaines années sera plus élevé. C'est pour ça que c'est très important de regarder la valorisation. Alors, on va prendre mes questions un peu dans le désordre. Tu vois, ça, c'est un sujet que je voulais aborder. Selon toi, aujourd'hui, la concentration des marchés américains, est-ce que c'est un problème pour les investisseurs particuliers qui investissent en ETF ? Bien sûr. Ça peut le devenir, en tout cas. Est-ce que c'est un problème tout de suite ou pas?
Ah ben, tout de suite, tant que le marché se tient, si tu veux, ce que je dis souvent, c'est les baisses entraînent les baisses, tout comme les hausses entraînent les hausses, c'est ce qu'on appelle l'effet momentum. Donc, Exact. ce qui a porté les marchés financiers, ce qui porte encore aujourd'hui les marchés financiers, c'est cet aspect momentum. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde est bullish. Tout le monde est bullish. Il y a très Depuis peu 15 de ans. gens, à part ceux qui sont les bearish aujourd'hui, c'est ceux qui sont bearish depuis 30 ans. Donc eux, tu peux faire ce que tu veux, ils resteront bearish quoi qu'il arrive. Mais globalement, à part un petit peu de prudence, ce qui est mon cas, etc. Mais globalement, aujourd'hui, le monde évolue tellement et tellement vite, surtout, que c'est difficile de te dire que les marchés financiers vont se cracher, etc., etc. Tu peux dire, et c'est mon cas, qu'on est peut-être sur des niveaux de valorisation qui peuvent à un moment donné avoir quelques petites corrections intermédiaires. Quand je dis petite, c'est 20%, hein, 20% c'est une correction intermédiaire, hein, qu'on le veuille ou non, historiquement. Mais malgré tout, tu restes sur des trains dossiers parce que l'humanité va là-dedans, parce que la technologie, évidemment, aussi va là-dedans, parce que on n'a pas d'autre choix aussi, et que tu es dans un monde aussi qui risque de basculer, qui a déjà basculé un petit peu sur un monde beaucoup plus inflationniste. Et donc, la seule manière de te protéger contre l'inflation, historiquement, c'était l'immobilier, mais l'immobilier, avec les difficultés que l'on connaît, c'est difficile, et puis c'est très peu liquide. Sauf que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, tu peux tout simplement te couvrir sur l'inflation entre guillemets en achetant des actifs sur un clic, tu vois. Donc ça, c'est l'effet Tina, quoi. Donc forcément, ça a des conséquences. Voilà. Ouais. Mais inversement, pour répondre à ta question, il suffit qu'à un moment donné, le marché, pour une raison qu'on ne connaît pas aujourd'hui, décide de prendre peur pour que tout le monde puisse prendre peur. Parce que le problématique, c'est que si tu veux, même si tu achètes un ETF monde, tu as 70% des US aujourd'hui. Ah oui. Tu as Nvidia, par exemple, qui représente une somme colossale. Donc tout le monde aujourd'hui... 5 ou 6% de l'ETF. Hein. C'est énorme. Ouais, t'imagines. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as tu as quasiment tout le monde qui a du Nvidia en portefeuille. Donc très bien. Et c'est porteur. Si demain Nvidia annonce que les chiffres sont truqués, je vais loin volontairement, que ces chiffres sont truqués, tout le monde va vouloir vendre les actions Nvidia, mais qui va les acheter? Plus personne. Ouais. Donc là, c'est là où tu crées la volatilité. D'ailleurs, tu regardes des indices coréens ces derniers mois, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as un indice coréen qui faisait moins 8 le lundi, plus 12 le mardi, moins 14 le mercredi, plus 17 le jeudi, absolument n'importe quoi. Parce que les Coréens, eux, ils ont eu la même problématique avec certaines valeurs qui ont pesé beaucoup trop gros, et en plus, eux, ils ont ajouté des effets de levier, que le gouvernement d'ailleurs coréen a interdit il y a quelques jours, pour calmer un peu les esprits. Ah, ils ont interdit, j'ai pas vu passer la news. Ah ouais. Je pense qu'ils en avaient marre de couper le marché tous les 2 jours, donc... ils ont sûrement fait ça. Mais du coup, la question, c'est comment on fait? Comment on fait aujourd'hui quand on est un investisseur particulier, que on est conscient que l'investissement en ETF, c'est facile et en soi, c'est bien. Parce que ça permet d'investir dans des entreprises de bonne qualité. C'est, on va dire, auto-géré. Donc, les mauvais sont exclus et on met les boîtes les plus pertinentes et performantes de manière assez régulière. Et d'un autre côté, il est aussi conscient que les niveaux de valorisation sont très élevés, que la concentration des indices aujourd'hui est extrême dans certaines entreprises, comme tu as cité Nvidia, comme Apple et d'autres. Donc, comment fait un investisseur particulier aujourd'hui pour investir en bourse tout en limitant son risque, sans se faire chier à construire un portefeuille en actions ultra diversifié? Comment on fait? Alors, effectivement, t'as trois gros, il y en a des centaines, mais pour moi, il y a 3 grandes possibilités. La première, effectivement, c'est de faire du stock picking. Bon, avec les difficultés que cela peut avoir. Mais je pense que c'est quand même la clé pour surperformer les marchés. Plus que jamais. Mais bon, voilà. Ou après, effectivement, t'as pas envie de t'embêter. Et là, t'as 2 solutions via des ETF. Soit tu décides effectivement d'aller uniquement sur le marché action parce que tu veux rester uniquement sur le marché action. Mais dans ce cas-là, tu vas aller chercher des ETF qui vont être beaucoup plus diversifiés. Soit vraiment, t'as pas envie de t'embêter. À ce moment-là, tu vas aller sur un ETF monde équipondéré, pour le coup. Donc, toutes les valeurs vont être pondérées de la même manière à l'intérieur de l'indice. Ou alors, effectivement,
toi-même, tu vas faire ton stock picking ETF, tu vas aller te prendre 10%, je te dis une bêtise, 10% de S&P 500, 10% de Europe, 15% d'émergents, et tu vas regarder dans le détail pour essayer de te faire une diversification propre en fonction de ce que toi tu estimes. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, un truc que je répète souvent en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2026, ça n'a jamais été aussi important de choisir correctement ses actions. Parce qu'il y a 10 ans, tu pouvais investir dans des ETF, les niveaux de valorisation étaient beaucoup plus raisonnables, et en soi, tu n'avais pas tant besoin de te prendre la tête. Parce que tu étais exposé de manière équipondérée à peu près aux pays importants, qui avaient une bonne croissance, il n'y avait pas trop de problèmes au niveau géopolitique comme on peut avoir les guerres aujourd'hui. Donc en soi, avoir des ETF il y a 10 ans, ça te permettait d'investir sur le marché mondial de manière assez équipondérée, de manière assez raisonnable, équilibrée. Et aujourd'hui, en 2026, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi important de choisir ses actions soi-même. Et ces ETF, comme tu l'as dit, il y a plus d'ETF que d'actions, donc j'imagine que c'est possible de construire un portefeuille qu'avec des ETF pour vraiment essayer de se diversifier au maximum. Maintenant, il y a l'aspect négatif qui est que l'ETF, il est géré par quelqu'un d'autre. Il y a donc forcément dans cet ETF des bonnes entreprises comme des mauvaises. Donc certes, ça te dilue le risque de t'exposer à une seule boîte et donc d'avoir un risque plus grand parce que tu es exposé qu'à une seule boîte. Là, sur un ETF, ce risque-là est dilué parmi toutes les boîtes qui composent l'ETF. D'un autre côté, quand tu choisis toi-même l'entreprise dans laquelle tu investis, ça te permet de creuser la boîte, de regarder tout ce qui la compose et, on va dire, d'être plus précis sur le risque qu'elle représente et le potentiel de rendement qu'elle représente. Contrairement à un ETF où tu vas avoir plein d'entreprises. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, clairement. Après, il y a un autre profil, moi, que je mets beaucoup en avant sur les réseaux, parce que moi, si tu veux, est-ce que tu sais, tiens, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais combien d'années en France, en moyenne, un investisseur en ETF monde conserve son ETF? Est-ce que tu sais combien d'années en moyenne, c'est les chiffres de l'AMF, conserve un ETF en moyenne en France? Combien un investisseur conserve son ETF ? Écoute, je parle d'ETF large, je parle pas d'ETF de levier, sectoriel. Je parle vraiment d'un ETF monde, voilà, en moyenne. Tous ceux qui ont acheté un ETF monde en France sur les 10 dernières années, combien de temps ils l'ont conservé? Ok. Bon, logiquement, je connais pas la stat. Je vais essayer d'être logique. J'aurais dit très long terme, 10 ou 20 ans, mais j'imagine que c'est l'inverse. Parce que j'imagine que les gens doivent avoir peur ou veulent aller chercher plus de performance ou quoi. Et donc, allez, je vais dire 3 ou 4 ans. 253 jours. Ah ouais, c'est dingue. C'est 2 tiers d'une année. C'est 8 ou 9 mois. Dingue. Ouais. Donc, si tu veux, c'est là où il y a des progrès à faire sur l'éducation financière, si tu veux. Ah ouais, et ça, c'est sur les 10 dernières années. Donc, en fait, les gens investissent beaucoup en ETF, mais ils le vendent. La question est pourquoi ils le vendent ? Alors, ça ne fait que c'est là où je voulais t'amener. Ils le vendent pourquoi ? Ils le vendent parce que quand tu as une baisse de 10% sur ton portefeuille, ça va. 15%, ça va. 20%, ça commence à être chaud. Quand tu dépasses les 25%, 30%, 80% des gens vendent. 80% des gens vendent. Parce que moi, j'en ai vécu beaucoup depuis 2008, des baisses et des fortes baisses. À chaque fois, c'est la dernière. Et je vais même te dire un truc. Moi, encore une fois, j'en ai vécu plusieurs. Et même à chaque fois, pourtant, avec quand même, je suis pas l'homme le plus expérimenté au monde sur les marchés financiers, mais enfin, quand même un petit peu d'expérience, un petit peu de recul. À chaque fois, je me dis, quand même là, il y a quand même des risques importants, tu vois. Ouais. Donc, l'être humain, dans l'immense majorité, à part si tu t'appelles Warren Buffett, mais enfin, on n'est pas tous Warren Buffett. Dans l'immense majorité des cas, on a peur, et dans la majorité des cas, surtout quand ça dure longtemps, parce que les gens ont en tête le Covid, mais le Covid, ça a duré 2 mois la baisse. Ça a duré 2 mois, c'est rien 2 mois. Quand 2008, ça a duré 2 ans, 2-3 ans. Ouais, ça a duré, c'était long, je peux te garantir. Moi, je travaillais dans la banque, j'y étais tous les jours, le marché baissait, tous les jours, tu voyais ton portefeuille qui perdait 0,5, 1%, tous les jours. Ça, c'est le plus dur. Il vaut mieux une baisse franche, qui fait paniquer, où là tu te dis il y a des opportunités, etc., qu'une baisse lente. C'est le pire marché, c'est ce qui tue les investisseurs. Bref. Et d'ailleurs, on n'a pas eu ça depuis 15 ans.
À chaque fois qu'il y a une baisse, à chaque fois, c'est un V-bottom. Covid, Exactement. les tarifs de 2025, Exactement. même la crise sur la tech en 2022, ça a duré quelques mois et ensuite ça a V-bottom et la plupart des boîtes ont explosé juste après, quoi. Parce que aujourd'hui, tu as l'accès à l'investissement qui s'est facilité et puis tu as beaucoup d'argent. Et dès qu'il y a une baisse, les gens rachètent. Il y a beaucoup d'argent. Voilà, Il y a beaucoup d'argent. Mais comme tu disais avant, quand on va arriver, parce que tôt ou tard, il y aura une baisse de 25 ou de 30%, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura, parce que l'effet inverse des ETF, ok, les gens peuvent, dès qu'ils voient une baisse, ils sont aussi sur les marchés à long terme, ils ont conscience de ça, donc dès qu'ils voient une baisse de 10-15%, les gens, je pense, se disent aujourd'hui, bon, bah, c'est une opportunité, ça me permet d'acheter plus, donc ils achètent. Et ils vendent pas. Maintenant, si on a une baisse de 25 ou de 30%, est-ce qu'ils vont se dire la même chose? Et s'ils se disent pas la même chose, est-ce que, comme tu le disais, ils vont paniquer et vendre? Et auquel cas, là, on peut avoir l'effet inverse. Et c'est-à-dire le fait que tout le monde se mette à vendre, ce qui amplifierait la vente globale sur les marchés et donc nous ferait assister à un très gros crash sur les marchés. Surtout un marché baissier plus long, surtout ça. Mais tu sais, alors pour répondre, parce que moi je l'ai vécu, hein. Moi j'ai vécu vraiment, moi je suis rentré à la banque en 2006, donc tu vois en 2008 j'étais vraiment au cœur et j'ai vu la peur des gens, j'ai vu les portefeuilles boursiers dans la banque s'effondrer, etc. Donc si tu veux, donc cette question-là, elle est pas nouvelle quelque part. Se dire voilà comment on peut affronter les marchés financiers. Et il y a d'ailleurs, je suis pas le premier, on n'est pas le premier à se demander comment on peut affronter ça, comment un particulier peut affronter ces baisses-là, puisque à l'époque Ray Dalio a fait des travaux là-dessus avec son portefeuille All-Weather. Et moi, si tu veux, j'ai repris ces travaux. Et j'en ai fait un autre portefeuille, un nouveau portefeuille, une sorte de All-Weather 2.0, que je propose, d'ailleurs il est gratuit, hein, si tu veux, je te donnerai les liens pour ceux que ça intéresse. Non, on peut le mettre en description. Voilà, c'est totalement gratuit, tu reçois un PDF et t'as tout le descriptif. Et en fait, si tu veux, c'est un portefeuille qui est beaucoup plus équilibré, dans lequel effectivement il y a des obligations, moins que ce qu'avait fait Ray Dalio à son époque, parce que pour moi les obligations sont un petit peu plus risquées qu'à l'époque, mais tu as tu as un peu plus de matières premières qu'à son époque, parce que je trouve que les matières premières ont plus d'importance pour les 20 prochaines années. Tu as un petit peu de crypto-monnaie, tu as un petit peu de métaux précieux, voilà. Et en fait, nous, ce qu'on a constaté sur ce portefeuille-là, c'est qu'en fait, tu bats pas la moyenne annualisée des indices. Voilà. C'est-à-dire que tu fais pas 10% par an, tu fais plutôt 7% par an. Par contre, la vraie différence... La volatilité. La volatilité. Tu divises sur un lump sum, c'est-à-dire sur un versement unique que tu gardes. Tu divises le drawdown par 2. Sur un DCA, tu divises le drawdown par 3. Ça veut dire que quand les marchés financiers baissent de 30%, toi, ton DCA, il baisse de 10. 10, tu gardes ton portefeuille. Surtout si les marchés à côté se pètent la gueule de 30%. Tu dis, bah, finalement, mon portefeuille, cool, je garde. Tu vois. Et en fait, la problématique, c'est qu'en fait, les gens, la principale erreur que les gens font, c'est qu'en fait, ils ne regardent qu'une seule caractéristique, c'est la performance. Et surtout la performance passée. Sauf que la première caractéristique qu'ils doivent regarder, c'est la volatilité de la performance. Parce que si tu fais 50% de performance par an, mais que tu as une volatilité un drawdown de 70%, jamais tu vas le supporter. Jamais tu vas le supporter. Et oui, puis tôt ou tard, la performance va se dégrader. Hein. En plus, il y en a qui se trompent parce qu'ils disent, ouais, mais si t'as fait x2, x3, même si t'as un gros drawdown après, bah, tu te dis que t'as quand même gagné. Non, c'est encore pire. C'est encore pire parce que quand t'as démarré avec un portefeuille de 10 000, que t'es monté à 100 000 et que derrière tu perds 50 000, tu le supportes encore moins. Au contraire, c'est encore pire parce que justement, t'es pas habitué à ces montants-là. Donc tout ça, c'est des croyances, justement, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et moi, je peux en témoigner depuis 20 ans. Je vois tout le contraire. Donc en fait, la réalité, c'est que plus tu vas avoir un portefeuille stable dans le temps, le moins volatile possible, évidemment, plus tu vas tenir longtemps. Voilà. Plus tu vas tenir longtemps et donc plus tu vas faire de la performance et plus tu vas justement générer des intérêts composés, etc. C'est ça. Parce que l'investissement en bourse, c'est vraiment de rester à long terme. Et c'est comme ça qu'on gagne. Hein. De toute façon aussi, je pense que c'est quasi impossible de perdre si tu investis à long terme correctement en bourse. Bon, évidemment, si tu n'investis pas dans des biopharma ou des boîtes un peu... Si tu vas pas chercher des trucs un peu exotiques. Si tu investis classique sur 30 ans,
c'est quasi impossible de perdre de l'argent. Et en fait, par rapport à ce qu'on a dit, historiquement, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais c'est intéressant parce que du coup, avec tout ce qu'on a dit avant, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux grandes catégories différentes. Il y a quelqu'un qui voudrait avoir un portefeuille qui est beaucoup plus sécurisé, pas trop de volatilité, qui a pas envie d'aller chercher beaucoup de performance et qui se satisfait de 7% par an, et donc il peut avoir un portefeuille comme celui de Ray Dalio. Ça, c'est très bien. Pas beaucoup de volatilité, une performance raisonnable. Il est au-dessus de l'inflation et il fait travailler ses intérêts composés sur 20-30 ans. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui voudrait aller chercher peut-être plus de performance, mais là, auquel cas, ça demande des connaissances, ça demande de faire des recherches et beaucoup d'implications et de construire un portefeuille vraiment réfléchi avec de la bonne diversification à la fois sectorielle, géographique, aller choisir des bonnes actions, aller choisir des bons ETF. Et ça demande de l'implication et du temps. Mais ça peut apporter une performance qui est meilleure. On ne le sait pas, on ne peut pas voir l'avenir, mais c'est possible. Il n'y a pas de chemin, si tu veux. Le chemin, c'est... Il n'y a pas de chemin parfait, ouais. C'est pour tout pareil. On vit dans une société où, en fait, on te vend le chemin de la réussite. Sauf qu'en fait, le chemin de la réussite, c'est le tien. Il t'appartient, il est personnel. Il dépend de ton âge, il dépend de ce que tu as vécu avant, de ce que tu vivras après. Tu sais, c'est comme le monde de l'entrepreneuriat. Moi, je m'intéresse beaucoup depuis quelques années au monde de l'entrepreneuriat. Moi, tous les podcasts que j'ai écoutés sur l'entrepreneuriat, où des mecs t'expliquent ce qu'il faut être ou ne pas être pour réussir dans l'entrepreneuriat, moi, je suis tout le contraire de ce qu'il faut. Ouais. Tu vois, il faut avoir confiance en soi, il faut être super négociateur, il faut être très clean, pas avoir être très, tu vois, institutionnel, machin. Moi, je suis tout le contraire, tu vois, je suis très naturel, je dis ce que je pense, tout ce qu'il faut pas, tu vois, tout ce que... Donc, en fait, si tu veux, le chemin de la réussite, de manière générale, c'est ton propre chemin. Et donc, et en plus, tu sais, je vais t'ajouter un truc, tu as le droit... on a exposé plusieurs profils, donc le profil stock picking, le profil ETF agressif, le profil ETF type Ray Dalio un peu moins agressif. Tu as le droit d'être les trois. Tu as le droit d'avoir 3 portefeuilles différents dans lequel un côté tu t'amuses un petit peu à aller chercher du stock picking, un côté tu vas aller chercher un petit peu plus de surperformance avec 2 ETF axés sur les actions, etc. Et un côté avec un portefeuille fond de portefeuille sur des très 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 long terme, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, tu vois, tu as le droit. Et je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir une étiquette noire ou blanche, on peut avoir beaucoup d'étiquettes sur plusieurs étiquettes en même temps. Je suis totalement d'accord. Bien sûr, c'est ça la clé finalement. C'est ça la clé. Et puis tu changes. Tu changes. Je sais pas quel âge tu as, Hugo. 26 ans. 26 ans. Tu vas voir que, moi je me rappelle quand j'avais 26 ans, j'ai l'impression que c'était hier, mais ça ne l'était pas. J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé dans la manière de voir les choses, dans mes peurs, dans ma recherche. Quand j'avais ton âge, je cherchais la performance. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de trading intensif, parce que je cherchais la surperformance. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, ça c'est un autre sujet, mais je cherchais la surperformance. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'investir jeune, etc. Donc j'ai moins besoin, on a toujours besoin, mais j'ai moins besoin d'aller chercher de la surperformance. Ce qui compte maintenant, c'est de préserver mon capital et effectivement, tu l'as très bien dit, de battre l'inflation et d'aller chercher un petit peu plus de performance pour aller, voilà. Et c'est pour ça que c'est exactement ce que tu disais. Il n'y a pas de chemin parfait et c'est vraiment très personnalisé au profil de la personne. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je reçois beaucoup de messages. Tu dois recevoir aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui me demandent est-ce que je dois acheter telle action, est-ce que je dois acheter tel ETF, est-ce que c'est le bon moment. Le truc, c'est que ça dépend de votre profil, ça dépend de votre tolérance au risque, de votre tolérance à la volatilité, de vos objectifs, de votre horizon d'investissement. Ça dépend de beaucoup de choses et on peut pas en 3 minutes ou en 30 minutes vous dire bah tiens, il faut que tu achètes ça. Non, ça demande du temps, ça demande un minimum d'application et c'est très bien d'investir son argent, mais je pense en tout cas que ça demande du temps au départ pour un peu set-up tout ça, déterminer les bases, construire un socle solide et ensuite laisser tourner sur 10 ou 20 ans. Très juste. De toute manière, je vais te dire, quand tu démarres, en fait, ce qu'il faut chercher, c'est pas la performance, c'est d'avoir le moins de volatilité possible dans son portefeuille. Et plus tu vas avancer avec ton expérience,
plus ce curseur de volatilité que tu vas tolérer, tu vas l'augmenter. Ouais, c'est vraiment ce que les gens font l'inverse. Hein. Tu vois, moi, les premières choses que j'ai voulu faire, c'est du trading et je me suis brûlé les ailes, j'ai perdu de l'argent. Et en mais fait, ça t'a servi, c'est très important. Oui, bien sûr, mais ça t'a bien sûr, servi. bien sûr. Ouais. Bien sûr, Très et c'est important. pour ça que j'essaye de le partager aux gens maintenant. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent en faisant toutes les choses moi-même. Et du coup, j'essaye de montrer aux gens que, bah non, investir dans Micron ou je sais pas quelle boîte qui vient de faire 1000% en un an, bah c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et quand tu regardes sur les réseaux sociaux les contenus qui fonctionnent le mieux, bah, c'est les gens qui vont te dire j'ai tout investi sur Micron, j'ai gagné 400% en 3 mois, fais comme moi, tu vois. Et on en voit beaucoup, hein, des gens comme ça. Et malheureusement, du coup, il y a beaucoup de jeunes. Alors ça, je le vois quand même pas mal chez les jeunes. Quoique, j'ai quand même des gens avec qui j'ai des appels de temps en temps qui ont 40, 50, 60 ans et qui ont le même profil, c'est-à-dire des gens qui vont vouloir aller chercher des boîtes qui vont faire 200% en 3 mois, tu vois. Et je leur dis, mais un objectif de 100% en quelques mois, c'est pas ça l'investissement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vu qu'ils voient ça sur les réseaux sociaux, tu vois, ils ont l'impression que c'est quelque chose de normal. Et que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire surtout. C'est quelque chose d'atteignable. Mais après, bon, c'est quelque chose qui a toujours existé. Tu sais, moi, de mes débuts déjà en investissement, il y avait déjà ce phénomène-là. Hein. Tu regardes certaines biotech, déjà à l'époque, je me souviens très bien. Je me souviens notamment d'une où j'ai un copain qui s'est brûlé les ailes, mais si elle se réveille un peu. C'est Genfit à l'époque qui était très en vogue, qui avait explosé aussi. Bon, voilà, ça a toujours existé, ça, si tu veux. Mais effectivement, tu as raison. La problématique, c'est ça. Donc, si tu veux, il faut pas dire non au trading. Moi, je suis un trader, hein, donc voilà, je défends un peu ma paroisse, mais il faut pas dire non au trading, il faut pas dire non à la volatilité. Par contre, il faut que ça représente une toute petite partie de votre portefeuille au départ. Parce que, si tu veux, le trading aussi et la volatilité dans ce petit portefeuille va vous apprendre aussi à gérer vos émotions, déjà à voir comment vous réagissez, parce qu'on est souvent déçu par ces réactions. On croit qu'on est fort, qu'on tolère le risque, etc. Et puis finalement, quand on est confronté à la réalité, on se dit « Ah mais en fait, je suis nul quoi. Je suis nul, je résiste pas, je suis comme tout le monde, finalement j'ai cette addiction comme tout le monde. » En fait, tu t'aperçois que 95% des gens dont je fais partie, on est tous pareils, on réagit pareil. Mais c'est bien de s'y confronter. Ouais. C'est bien de s'y faire des erreurs sur une petite partie du capital, apprendre, et plus les connaissances augmentent, et augmenter cette partie si tu te sens à l'aise. Ouais, parce que si tu te confrontes à la volatilité dans un petit portefeuille, le jour où les marchés, de manière générale, vont baisser fortement, tu vas pas avoir peur d'acheter. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut le faire. Mais totalement. Raisonnablement. Exactement. Question rapide. Qu'est-ce que tu penses d'un portefeuille 100%, on en a déjà un peu parlé, hein, mais qu'est-ce que tu penses d'un portefeuille 100% ETF là en 2026? Bah, encore une fois, tout dépend comment tu le 100%, ouais. On est d'accord qu'on va faire comme on l'a dit un peu avant. C'est un délai entre parce que la plupart des gens sont, tu vois, S&P 500, Nasdaq, MSCI World, quoi. Ouais, bon là t'es pas diversifié. Ça marche très bien. La preuve, ces dernières années, ça a marché. Par contre, les 10 prochaines années, vu le rendement qui est attendu, il faut rester beaucoup plus prudent. Encore une fois, tu sais, souvent on grossit le trait. C'est les gens grossissent en disant, et en fait, ils sont en train de nous dire là que le S&P 500 ou les marchés américains vont baisser. Non, pas du tout en train de dire ça. On est en train de dire que le ratio gain-risque n'est pas en faveur de l'investisseur. C'est tout. Le marché peut exploser à la hausse encore. Mais juste historiquement, le risque que vous prenez en vous exposant aujourd'hui sur les marchés financiers pour les 10 prochaines années ne vaut pas la chandelle, tout simplement, par rapport à l'espérance de gain en face. C'est tout. Et ce ratio risque-rendement, c'est la base de la construction d'un portefeuille. Et vous pouvez construire un portefeuille en choisissant des ETF ou des actions, où vous allez avoir un rendement qui est peut-être un peu moins bien ou égal ou même meilleur que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui sur du S&P 500 qui a 15 ou 18% par an de croissance des bénéfices par action. Donc le même potentiel de gain, mais un risque qui va être lui plus faible en achetant un niveau de valorisation qui est plus faible. Et donc ça fait que le ratio risque-rendement va être meilleur que si vous achetiez du S&P 500, du Nasdaq ou du MSCI World. Ça ne veut pas dire que ça va surperformer, ça veut juste dire que le ratio risque-rendement est meilleur. Historiquement, quand tu achètes un PER de 15 sur le S&P 500, tu as une espérance de gain qui est bien meilleure que quand tu achètes un S&P 500, un ratio de 25. Par contre, tu peux très bien acheter un ratio de 25 qui continue de monter, et tu peux très bien acheter un ratio de gain qui continue de baisser. C'est ça, exactement. Il faut juste avoir conscience de ça, c'est tout. Exactement.
Intéressant. Qu'est-ce que tu penses de l'analyse technique? Alors moi, je suis un grand consommateur, hein, puisque moi j'ai été formé là-dessus. Ouais, j'imagine. Donc moi, Est-ce que tu penses que c'est utile pour un investisseur particulier ou pas? je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire, l'analyse technique. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil. C'est pas une boule de cristal. C'est pas quelque chose qui marche tout le temps. C'est pas quelque chose qui détermine les points bas. C'est pas. Par contre, je veux dire, tu sais, c'est très simple. Les gens qui ne croient pas à l'analyse technique, qui ne croient pas du tout, qui peut-être t'en fais partie d'ailleurs, mais si t'en fais Pas partie, du moi, tout. je vais essayer de te convaincre. Non, pas J'en fais pas partie. Je trouve que c'est assez pertinent justement, mais il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est vraiment tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont presque trop l'utiliser, presque que ça, et à l'inverse, il y a des gens qui vont être complètement réfractaires et dire non, ça sert à rien, les graphiques, ça sert à rien, il faut regarder sur 20 ans, et si ça monte, c'est bien, et c'est tout. Les graphiques, c'est la représentation des prix. On va être très factuel. Les graphiques sont la représentation des prix. Les prix, c'est la représentation de la psychologie des foules. Bon. À partir du moment où tu peux analyser, grâce au prix, la psychologie des foules, ça veut dire que l'analyse technique, ça fonctionne. Je te prends un exemple très simple. Toi, quand tu vas au supermarché, la première chose que tu regardes quand tu achètes quelque chose, c'est le prix. Bon, les graphiques, c'est la représentation des prix. Donc, historiquement, une action qui a bloqué sur un point de prix important il y a des années et qui a l'habitude de bloquer régulièrement ce niveau de prix, il y a des probabilités supérieures pour que lorsqu'on y retourne, le marché décide encore de bloquer sur ce même niveau de prix. C'est factuel, tu peux faire ce que tu veux, c'est factuel. Après, de là à dire qu'il y a des indicateurs magiques, etc., pas du tout. Moi, j'utilise très peu d'indicateurs techniques. Par contre, effectivement, tu regardes les patterns, les congestions, les réductions de volatilité, etc., etc., ça montre un consensus de prix. Ça montre que les acheteurs et les vendeurs, ils sont sur le même niveau, finalement. Ils sont d'accord pour conserver le même prix. Ça veut dire que lorsqu'il y en a un des deux qui va prendre la main, il va y avoir un déséquilibre sur le prix. Voilà. Exactement comme quand tu vas le marché de l'immobilier, exactement comme ça, mais tout fonctionne pareil. Je suis persuadé que tu prendrais le marché de l'immobilier, tu le représenterais sur un graphique, tu aurais quasiment les mêmes graphiques financiers que de bourse. Voilà. Exact. Donc, ça permet de montrer des zones d'intérêt. Et surtout, il y a deux choses. Je dirais déjà aussi qu'il y a de plus en plus, aujourd'hui, il y a 98% des transactions sur les marchés financiers qui sont réalisées par des robots. Ces robots, ils sont baqués sur des algorithmes, et les algorithmes, ils sont basés sur des indicateurs. Donc, par la force des choses, les prix vont avoir tendance à réagir aux mêmes endroits parce que c'est des robots qui sont derrière. Donc, je pense que ça joue aussi pas mal. Qu'est-ce que tu en penses ? Certainement. Après, ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, 70% des mouvements sont, je crois, 70 ou 80% des mouvements sont réalisés par des algorithmes sur les marchés. Je crois que en nombre de transactions, c'est colossal, ouais. C'est 98%. Enfin, c'est tu crois avec le trading haute fréquence, les transactions, il y en a des milliers par seconde, donc tu vois, ça décuple. En tout cas, ce qui est beaucoup, contre, ce qui est étonnant, c'est que quand tu regardes les graphiques d'aujourd'hui et les graphiques d'il y a 30 ans, ils n'ont pas vraiment changé. Ouais. Et c'est ça permet en fait, c'est pas un indicateur magique, mais ça permet aux investisseurs particuliers de déterminer des zones d'intérêt et de se dire bon, j'aimerais bien acheter cette action, et juste en regardant le graphique, vous pouvez vous dire bon on est un peu au milieu de rien, je vois qu'il y a une zone d'intérêt un peu plus bas, au lieu d'investir tout maintenant, je vais mettre la moitié maintenant et je pourrais mettre la moitié plus tard. Ça permet de prendre des décisions un peu plus éclairées. Et ce qui est marrant quand même, et moi tu vois, c'est un truc que je montre beaucoup à mes clients, c'est que ça marche, quoi. Enfin, combien de fois, je crois que tous les jours, j'ouvre le graphique d'une action ou d'un ETF, peu importe, et tiens, comme par hasard, ça a rebondi pile sur la moyenne mobile des 200 derniers jours ou des 200 dernières semaines. C'est bizarre quand même. Et à chaque fois, il y a une mèche, tu vois. À chaque fois, il y a pile le rebond au bon endroit. Voilà, une réaction. Alors, c'est pas un indicateur magique, ça veut pas dire que ça va tout le temps réagir comme ça, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, moi, ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est, voilà, sur un ETF qui fait que monter, et c'est sûr que si vous n'êtes pas investi sur le marché, votre capital, il peut pas augmenter. Mais d'un autre côté, si vous voulez optimiser vos points d'entrée, attendez que ça revienne sur les moyennes. Et on le voit que ça revient souvent sur les moyennes. Donc, si vous voulez acheter à un moment pas trop déconnant, achetez quand le prix revient sur les moyennes. Et souvent, c'est des bons points d'entrée.
Ça veut pas dire que ça va pas aller plus bas, mais Si tu veux, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu as sur les réseaux sociaux l'affrontement entre les analystes techniques et les analystes fondamentaux. Donc, ouais, les analystes techniques disent que le fondamental, ça sert à rien parce que ce qui compte, c'est la psychologie des foules. Et les analystes fondamentaux disent que l'analyse technique, c'est des boules de cristal qui ne marchent pas. La réalité, je peux te dire parce que j'y suis confronté depuis 20 ans, la réalité, c'est que c'est la combinaison des deux qui fonctionne. C'est tout, point à la ligne. je suis Après, on y d'accord. croit, on n'y croit pas, il n'y a pas de croyance à avoir. Tu ouvres les graphiques, comme tu dis, hein, tu ouvres les graphiques, tu te rends compte que, voilà. Après, effectivement, voilà, il faut avoir du recul, il faut prendre des graphiques long terme, il faut regarder Ouais. les zones de prix, il faut, voilà. C'est pas précis, l'analyse technique, c'est pas d'une précision redoutable. C'est pas si précis que ça, on va dire. Mais en tout cas, pour déterminer des zones d'intérêt, notamment pour un investisseur long terme, c'est là où aussi parce qu'en fait, on met en relation l'analyse technique avec le trading pur, trading intensif. Sauf qu'en fait, Ouais. l'analyse technique, elle est beaucoup plus utile pour les investisseurs long terme qui ne font pas de trading. Parce que sur les périodes Ça marche encore les mieux. grandes time frames, ça marche beaucoup mieux que sur Bien les sûr. les Ton courtes gérant de time frames. fonds, quand il va investir, s'il utilise l'analyse technique, il se met pas en unité 5 minutes. Hein. Ouais. Et pourtant, quand on va sur les réseaux sociaux, Lui. Attends, lui, il se met sur des zones de prix de très long terme et Ouais. pendant une semaine, il va accumuler petit à petit, voire des semaines. Donc, Ouais. si tu et veux. placer des ordres sur des niveaux de zones Exactement. qui sont intéressantes. Ouais, Exactement. totalement. Et pourtant, tu vois, quand on regarde sur les réseaux sociaux, en fait, la plupart des gens qui utilisent l'analyse technique, c'est pour du trading court terme, des trading en minutes ou en heures. Et du coup, je pense que la plupart des gens ont cette image du trader qui est derrière ses graphiques, qui achète les supports, qui vend les résistances, qui utilise le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger, les machins, les trucs, alors qu'en fait, la meilleure utilisation pour moi, en tout cas, de l'analyse technique, c'est juste de regarder le graphique à long terme, de déterminer un peu des zones d'intérêt. Et voilà, déjà, ça peut vous donner des indications qui sont ultra complémentaires à de l'analyse fondamentale. Il y a 3 choses pour une analyse technique qui sont essentielles et nécessaires et pratiquement rien d'autre. C'est les prix, le mouvement du prix, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, et la volatilité. Tu peux ajouter un quatrième avec les volumes, qui Ouais, j'allais te dire les volumes. contrairement à ce qu'on dit, c'est quand il y a peu de volume qu'il faut s'intéresser aux actions. Ah oui. Bah, les hauts volumes te montrent le momentum de court terme. Mets un graphique, après cette visio-là, tu mets un graphique, celui que tu veux, une action que tu aimes bien, qui est un peu volatile, tu prends Soitec, ce que tu veux, tu mets un graphique, tu te mets en unité de temps hebdo ou mensuel, tu regardes en bas tes volumes, tu regardes les pics hauts de l'action et tu regardes tes volumes. Tu vas t'apercevoir que tous les pics des actions sont sur des pics de volume dans 80% des cas. C'est logique, parce qu'un volume, c'est un échange. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des volumes qu'il y a des acheteurs. Il y a des volumes parce qu'il y a des acheteurs qui achètent des vendeurs. à des vendeurs. Exact. N'oublions pas que si tu es gérant de fonds, tu as des millions d'euros à investir sur une action qui est pas trop liquide. Comment tu vas t'y prendre? Tu as 5 millions d'euros à investir sur une small cap. Tu vas tout acheter le lundi? Non, surtout pas. Tu vas acheter tout petit peu par tout petit peu. Tu vas faire en sorte que le prix ne bouge pas. Et quand il va te rester 1 million d'euros à investir sur les 5, là, tu vas appuyer fort. Tu vas faire rentrer des petits particuliers qui vont arriver en disant, tiens, il y a un gros ordre, il faut acheter, il y a des volumes, etc. Et toi, pendant que eux, ils rentrent avec leur titre qu'ils veulent acheter, toi, tu vas vendre les 4 millions que tu as vendus précédemment. Logique. Logique, stratégie. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois des gros volumes sur les pics, tout simplement. C'est ce que font les institutionnels. Je connais bien le sujet. Bien sûr, logique. Ouais. Ouais, c'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est comme ça que les market makers. Tu penses que les marchés sont très manipulés? Tu vois, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Les manipulations de marché. Beaucoup de gens parlent du fait que les marchés sont manipulés, que tous les mouvements sont déterminés par les market makers. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, à court terme, c'est une évidence, mais à long terme, c'est impossible. C'est ça. Donc ils décident d'où va le prix à court terme, mais à long terme, de toute façon, il y a un dicton, je crois, c'est le prix rejoint toujours les fondamentaux. Oui, plus ou moins. Oui, mais à long terme, oui, tu as raison, globalement. À long oui. terme. Oui, globalement, oui. Mais oui, à court terme, à court terme, si tu es sur une action sur laquelle tu as un impact sur le carnet d'ordre parce que l'action manque de volume, etc., oui, tu peux le manipuler, tu mets des faux ordres, tout ça. Mais à long terme, dans un marché hyper mondialisé, quel impact tu vas avoir sur un S&P 500, sur un Nvidia? Ouais, avec des milliards de volumes, Tu peux rien faire. Même les plus gros gérants de fonds, ils ont aucun impact.
Donc voilà, quand j'ai vu l'autre jour qu'il y a une action qui a baissé parce que Burry a annoncé, Burry avait pris une position short, Burry, qu'est-ce qu'il fasse il y a un truc. C'est vrai, il y a un truc. Alors oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est pas lui qui fait baisser le marché. Mais tu sais, quand Warren Buffett annonce qu'il va investir dans une boîte, et bah du coup, il y a plein de gens qui vont le copier, et du coup, ça va faire monter l'action. Ouais. Ça voilà, là c'est différent parce que c'est Warren Buffett. C'est ouais. Mais c'est pas lui, dans ses transactions qui fait. Non, voilà, c'est plus l'impact qu'il a et l'aura qu'il a qui fait que les gens. Ça. Voilà. Mais oui, bon après Warren Buffett, il a annoncé. Je sais plus le nom de la pétrolière, j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Il a acheté il y a des années, et pendant des années, elle a continué. Pardon ? Exxon ? Non, c'était pas Exxon, c'est une plus petite. Ça va me revenir. Ou les gens qui nous écoutent vont nous mettre en commentaire. Ouais, et pour autant, elle a continué de baisser, quoi. Donc c'est Occidental Petroleum. Ouais. Donc voilà, Charlie Munger a acheté du Alibaba sur les plus hauts et a renforcé dans toute la baisse. Ça n'a pas fait bouger Alibaba, elle a continué de baisser. Ils peuvent pas avoir... ruiné, mais il a laissé beaucoup d'argent sur la table. C'est ça, ils peuvent pas avoir raison tout le temps. Regarde, ils ont Warren Buffett avec Apple. Il a eu un très bon flair. Il est rentré très tard dans la tech, mais bon, il a, comme qui dirait, vendu beaucoup trop tôt. Enfin, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, mais ça fait des trimestres qui vend, et l'action fait que monter. Warren Buffett, moi j'ai souvenir pendant le Covid, il a vendu American Airlines sur le bottom. Ouais. Bah, il a fait, je crois, 14 ou 15% de sa fortune. Pardon, il a fait 80% de sa fortune avec 15% des actions qu'il a détenues. C'est ça. C'est une minorité, attention. Et c'est pour ça qu'un des... c'est ça, beaucoup. Bah, on peut pas avoir raison. Non, moi, de toute façon, c'est impossible. Non, ouais. Après, dans la totalité, c'est pas vraiment le cas. C'est ça. Mais mince, je voulais réagir sur ce que tu avais dit avant. Warren Buffett, là, je sais pas si tu as. C'est très intéressant parce que, si tu veux, avec Berkshire Hathaway, ces dernières années, ils ont accumulé beaucoup de cash. Ouais. Et il y avait beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient oui, mais il accumule du cash, c'est pas parce qu'il est prudent, c'est parce qu'il veut il veut transmettre son argent et tout ça. Et moi je répondais mais les gars, il a 94 ans, tu prépares pas ta succession à 94 ans, arrêtez de déconner un peu. Bon voilà, s'il avait voulu la préparer, c'était il y a 20 ans. Donc c'est pas du tout ça. Et j'ai été très heureux parce qu'il y a quelques semaines, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, quand on lui a demandé pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Il a dit parce que j'attends les opportunités. C'est ça. Le mec, il a 94 ans, il me fait du cash parce qu'il attend les opportunités. C'est ça. Parce que les niveaux de valo sont très élevés et que bon, on manage pas un portefeuille de 400 milliards comme un portefeuille de 400 000 euros. Exactement. Et d'ailleurs, quand on lui a dit mais c'est quoi finalement maintenant que vous êtes sur la dernière partie de votre vie, est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre stratégie, comment vous avez fait pour vous enrichir? C'est ce qu'il a répondu. La patience, non? En gros, il a dit j'attends les opportunités. Bah, c'est là-dessus qu'il a gagné le plus d'argent. Acheter des boîtes d'une grande valeur à un prix complètement délirant. Ouais, décoté. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça que souvent les gens te disent, ça aussi c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la gestion passive, ça bat la gestion active. Regardez les gérants de fonds, 70 ou 80% des gérants de fonds ne battent pas le marché. Ouais, moi on me le dit souvent ça. Mais attends, on compare des torchons et des serviettes. Les gestionnaires de fonds, ils ont des mandats qu'ils ont signés, ils doivent respecter un certain nombre de critères. Ils doivent être investis en permanence à 90-95%. Lorsqu'ils sortent ou lorsqu'ils achètent, ils peuvent pas le faire comme ça, comme un particulier. Ils n'ont pas le droit de dépasser un certain niveau de drawdown. Ils n'ont pas le droit d'avoir trop de volatilité. Lorsque les clients paniquent parce qu'il y a la baisse et qu'ils doivent vendre, ils sont forcés à vendre alors qu'eux, plutôt, ils achèteraient. Enfin, c'est n'importe quoi de dire que la gestion active ne marche pas parce que le 80% des gérants de fonds ne battent pas le marché. C'est tout simplement n'importe quoi. Voilà. C'est exactement comme les gens c'est comme si je te disais, 80% des gens qui s'inscrivent à la salle de sport, ça ne sert à rien, puisque 80% des gens qui s'inscrivent à la salle de sport n'y vont pas. Donc ça prouve que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes et parce que tout le monde n'a pas les mêmes contraintes. Quelqu'un qui va au sport, qui va à la salle de sport tous les jours, t'inquiète pas, il aura des résultats. Bon, voilà. Donc encore une fois, la problématique, c'est qu'on est dans un monde où en fait il faut toujours, faire des raccourcis sur tout. Et en fait, quand tu rentres dans le détail, ça marche pas comme ça. Ouais. C'est pas si simple. Tu as des gérants de fonds. Tu prends Eagons en Europe. Le mec il fait 14%, 15% par an depuis 20 ans sur des small caps européennes.
Bon, Il y a, voilà. il y a le mec de celui qui a, tu sais, les fonds européens. Bah oui, c'est ça, dans les mid cap et les small cap. Je sais plus comment il s'appelle ce fonds. Eh ben, Il a, il a fait, il a fait des Indépendance. podcasts. Ah voilà, C'est indépendance. William Ah, Higgins, c'est lui. Ouais, ouais, c'est lui. c'est William Higgins. Voilà, j'avais Ouais. pas son nom. Ouais. Voilà. Ouais, Bah ouais. ouais, Ah, ouais. lui est un très bon Ouais. gérant. Bah, lui, il te dit acheter sous des PER de 15. Voilà, déjà. Acheter des PER de 15, des boîtes qui ont de la croissance, qui ont Voilà. des bonnes prévisions, puis voilà. Acheter Et des moi, boîtes enfin, c'est saines ce qu'on et dit. acheter Hein. sous 15, voilà. Ce qu'il te C'est dit, ce le qu'on mec. dit. Hein. Bon niveau de valorisation, une bonne croissance, et vous aurez des bons résultats en bourse. Du bon sens. Je sais plus quel analyse fondamentale aux États-Unis qui disait que lorsque vous analysez les bilans d'une société pendant 15 minutes, c'est 14 minutes de trop ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc, Moi, je trouve que c'est important. Tu vois, c'était comme disait provocateur. Buffett. Évidemment, c'était Ouais. provocateur. Ouais, Mais c'était je veux dire, provocateur. bon, voilà, si tu veux, une fois que tu regardes que ta société, tu vois qu'elle est en bonne santé, qu'elle est pas chère, qu'il y a un bon niveau de croissance, etc., tu as déjà enlevé 90% des risques, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Voilà. Moi, tu vois, c'est ce que je fais avec mes clients. Je leur dis, ça sert à rien de passer 2 heures à analyser une boîte. En 20 minutes, si tu sais ce que tu dois regarder, en fait, tu enlèves tous les red flags. C'est-à-dire, tu regardes si le management fait de la dilution ou pas. Est-ce que ils investissent bien les capitaux? Est-ce que la boîte a de la croissance et qu'elle est dans un secteur qui prévoit une bonne croissance sur les 10 prochaines années? Bon, est-ce que historiquement, le management a fait du bon travail, ils n'ont pas eu de problème de blanchiment ou j'en sais rien. Bon, si tu enlèves un peu, c'est on va dire une dizaine de red flags, La en dette. fait, normalement, comment? La dette aussi, ouais. La dette, tu vérifies que la santé financière de la boîte est correcte. Voilà, tu enlèves tous ces red flags-là. Normalement, au bout de 20 minutes, si tu cibles vraiment ces points clés, bah, tu sais que la boîte est une entreprise de bonne qualité. Ouais. Ensuite, il ne te reste plus qu'à attendre qu'elle arrive à un niveau de valo intéressant. Exactement. De toute façon, je vais te dire, hein, là encore, hein, tu prends 99,9% des plus belles boîtes au monde, depuis plus de 10 ans, tu mets un graphique en unité de temps mensuel, tu regardes la moyenne mobile à 200 mois, tu vas t'apercevoir que toutes, elles ont une moyenne mobile à 200 mois qui monte. Toutes. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. déjà, Ça, tu vois, c'est un... Ouais, totalement. Ça, c'est un vrai truc. Hein. Moi, souvent, très souvent, on me dit, ah tiens Hugo, regarde telle boîte. Je vois des boîtes que je connais pas, je regarde le graphique. Bon bah, l'action, tu vois un énorme pic, elle retombe au prix de base. Et en fait, elle fait rien, l'action. Elle fait rien depuis. Et en fait, c'est bon des biopharma ou des boîtes comme ça qui ont pas vraiment de croissance ou qui ont des red flags majeurs. Et en fait, les gens veulent investir sur ces boîtes-là parce que ils se disent ah mais peut-être qu'elle va faire x10 Ticket dans loto. les. Ouais, vraiment, c'est du loto. Et tu vois, ça j'en parlais dans un autre podcast, les gens confondent beaucoup l'investissement en bourse avec le casino. Je sais pas pourquoi, il y a cet aspect gambling. Les gens cherchent absolument l'action qui va faire x100, alors que ce qui va vous faire gagner en bourse, c'est d'investir sur des boîtes qui sont solides, qui vont continuer de grossir, qui ont grossi sur les 10 dernières années et qui vont continuer voilà, 15-20% par an. C'est comme ça que vous allez gagner de l'argent, quoi. Mais tu sais que les Échos, le journal Les Échos, ils avaient fait un sondage il y a quelques mois. Alors j'ai plus les stats, mais en gros, ce sondage, il montrait que sur 1500 Français interrogés, tu avais un pourcentage qui pensait que pour s'enrichir, il valait mieux jouer au loto que mettre son argent en bourse. Ah, je l'avais vu. Mais parce que, bah, encore une preuve que l'éducation financière est encore du chemin, quoi. Ben, Elle a encore beaucoup de chemin. En même temps, ouais, on est très décalé, c'est vrai, par rapport à ce qui se fait ailleurs, quoi. Déjà, par tiens, rapport à l'Europe. c'était une de mes questions que Ouais. toi j'avais noté. Je voulais te demander pourquoi tu penses que les investisseurs français sont, j'oserais dire, autant en retard comparé aux anglo-saxons sur l'investissement en bourse. Bon, je peux te faire deux réponses, si tu veux. Je peux te faire la réponse édulcorée et la réponse moins édulcorée. Alors, on commence par la édulcorée. L'édulcorée, c'est que je pense que il y a certainement dans les mœurs un manque d'éducation financière historiquement, etc. Et que donc, heureusement, qu'il y a plein de créateurs de contenu qui sont en train d'essayer de réveiller tout ça. Voilà. La moins édulcorée, c'est que tu viens de traverser 40 ans de socialisme en France. Donc, si tu veux... Tu peux parler au présent, quasiment. Ah, bien sûr. Ben, quand tu as 50% de la population qui perçoit des allocations, quelles qu'elles soient... 20% des gens qui 50%. cotisent. Oui, et il y a 20% de la population qui cotise pour tous ceux qui touchent les aides. Donc là, un vrai système, parce que moi je crois au socialisme, tu vois. Moi, historiquement, si tu veux, dans mon état d'esprit, je suis quelqu'un qui je suis favorable à la redistribution.
Voilà. Je suis favorable quand il y a 80% des gens qui gagnent correctement leur vie, que les 20% qui galèrent vraiment, on les aide, tu vois. Je pense que dans les pays riches, il faut ça. Ça, c'est le socialisme. Mais le socialisme tel qu'on le voit en France, c'est l'inverse. pas du socialisme. Voilà, c'est plus la loi de Pareto, là. On est sur l'inverse. Donc, effectivement, c'est l'inverse. il y a un sacré problème. Donc, tant que tu sortiras pas de là, et j'ai peur qu'on n'en sorte pas, tant qu'on ne sortira pas de là, tu auras toujours du retard. Les Américains ont fait différent, même les pays nordiques européens ont fait différemment. Voilà. C'est ça la réalité. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est que d'accord, le socialisme, mais en quoi le socialisme va à l'encontre de l'investissement en bourse? Pourquoi les socialistes parce que c'est factuel. C'est-à-dire que il y a plein de pays qui font la retraite par capitalisation, ça marche. Bon, je comprends pas à quel moment c'est à l'encontre des valeurs socialistes. Ah non, mais c'est le socialisme. Si tu fais, moi, je fais pas de politique, encore une fois, je prends pas parti. Hein, mais le socialisme tel qu'il est aujourd'hui n'est pas pour moi le vrai socialisme. Le vrai socialisme, c'était le début des années Mitterrand, quelque part. C'était, voilà, t'avais le nucléaire, t'avais le Concorde, on était très franco-français. Alors oui, il y avait une ouverture. Pas gênant, ça. Une ouverture, un peu plus de redistribution, tout ça. Mais là, on est tombé sur un socialisme, si tu veux, très, 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 très à gauche, quoi. Donc, c'est plus vraiment du socialisme. Bon, d'ailleurs, il y a quand tu écoutes beaucoup de socialistes de l'époque, tu écoutes des mecs comme Julien Drey, etc., ils ont presque basculé à droite, ces gens-là, alors qu'ils étaient de gauche, hein. Ouais. T'as des Michel Onfray, tout ça, ils ont basculé à droite, ces gens-là. Ils l'avouent pas parce que c'est difficile, je comprends, mais ils se rendent bien compte que ce qui est devenu le socialisme n'était pas ce qui était prévu au départ. Il y a eu des déviances. Et donc aujourd'hui, on a du mal à rétropédaler parce qu'une fois que tu as montré aux gens qu'ils pouvaient s'enrichir ou en tout cas gagner de l'argent en restant sur leur canapé, si tu veux, aujourd'hui, le problème, encore une fois, on va pas faire de politique, mais c'est intéressant parce que c'est lié. Si tu veux, aujourd'hui, le problème, c'est pas que celui qui reste sur son canapé gagne 1 000 € par mois. Le problème, c'est que celui qui se lève le cul tous les matins, il en gagne 1 500. C'est ça le problème. Ouais. Voilà. Le jour où celui qui se lève à 6h du matin va en gagner 3 000, celui qui en gagne 1 000 en restant sur son canapé, il va se lever le matin. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, tu vois les gens qui bossent, tu te dis mais à quoi bon ? Mais pas m'embêter. À quoi bon les entrepreneurs ? Je veux dire aujourd'hui. À quoi bon gagner 3 000 € par mois si on t'en prend 50%, 60%. Mais attends, toi t'es entrepreneur, t'as une société, tu factures 100 € une formation, de l'heure, je sais pas, n'importe quoi. Tu factures 100 €. Tu as sur tes 100 €, tu as 20% de TVA, tu as 45% d'URSSAF. Et après, tu as ton impôt sur le revenu. Ouais. Et avec l'argent qui va te rester, tu vas payer 20% de TVA sur les produits que tu vas acheter. Mais il va où l'argent à un moment donné c'est il va où l'argent ? Donc si tu veux... Et je suis d'accord. C'est vrai que si les gens gagnaient beaucoup mieux leur vie, en fait, ils seraient beaucoup plus motivés à sortir du canapé. En fait, le problème, c'est comme tu dis, c'est pas vraiment qu'on donne des aides et qu'elles soient grandes. C'est surtout que la différence entre ceux qui les perçoivent et ceux qui travaillent n'est pas si grande que ça. Et donc, ça fait que les gens sont pas motivés pour aller bosser. Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique. Je fais pas de politique parce que ça fait des années que j'ai pas voté. Mais, enfin, pour quelqu'un, en tout cas. Mais si tu veux, le mec qui veut être président de la République pour les 30 prochaines années, il a 2 choses à résoudre en France. Pas 3, 2 choses. 1, la sécurité, parce que sans sécurité, tu peux rien faire. Tu peux pas faire de deal, tu peux pas faire j'ai regardé hier l'indice Greenpeace sur la sécurité. Tu sais combien on est classé, la France ? Non. 99 sur 163. C'est chaud, hein. J'ai pas compris. J'ai cru qu'il y avait une erreur. J'ai revérifié. Ouais, non, mais bon, tous tes stats sont forts. Donc, la sécurité, la justice, voilà. La justice et la rémunération du travail. Si tu résous ces 2 trucs, tout le reste autour, j'exagère, je grossis très, mais le mec ou la nana qui résoudra ces 2 problèmes en France, ça fonctionnera, ça refonctionnera, et le pays repartira de l'avant, et ta dette, tu finiras de toute façon par l'absorber, etc. etc. C'est tout. Il y a juste ça à faire. Donc, mais tu vois, si on revient un peu sur le sujet de base, en quoi la situation actuelle s'oppose à l'investissement en bourse ? Parce qu'il faut financer tout ça, mon pauvre ami. Ah oui, donc si les gens mettent leur argent sur les marchés financiers, ça fait qu'ils ne le mettent pas... La flat tax, elle était à 30, ce qui était déjà énorme, ils l'ont remonté à 31,4.
Ouais, C'est un tiers, on te prend un tiers. Donc tu prends des risques sur les marchés, tu manges 3% d'inflation, et sur ce que tu gagnes, on t'enlève encore un tiers. Mais c'est de la folie. C'est une folie. C'est une folie. Alors on va dire, il y a le PEA, tout ça, très bien, mais enfin le PEA, ne croyons pas, hein, c'est un de ces quatre. D'ailleurs, le PEA, le Bercy est en train de mettre son nez pour enlever les ETF justement étrangers, etc. Hein, les ETF synthétiques, ça va pas durer, ne croyez pas. On met tous des ETF américains pour justement booster la performance du PEA, mais ça va pas durer. Un de ces quatre, Bercy est en train de mettre le dedans, et un de ces quatre, ils vont dire maintenant, les ETF synthétiques qui s'exposent au marché émergent, au marché américain, terminado. Donc, et puis le PEA, c'est bien pour les petits investisseurs, hein. C'est capé à 150 000 euros. Dès qu'on commence à avoir un capital un peu conséquent, c'est fini. Voilà. Après, en France, il y a encore des moyens, il y a l'assurance vie, tout ça. Mais enfin, quand tu vois l'exode qu'il y a vers le Luxembourg, etc., ces dernières années, ça prouve bien. Et l'expatriation des gens qui génèrent beaucoup d'argent. Voilà. Donc, si tu veux, pour répondre in fine à tout ça, si tu veux, il faut résoudre la base avant de parler de ce problème-là. Je veux dire, donne du pouvoir d'achat aux gens, ils consommeront plus et ils prendront plus de risques sur l'investissement. Ils arrêteront de mettre sur. Pourquoi les gens mettent l'argent sur les livrets A ? Parce qu'ils ont peur. C'est tout. C'est pour ça qu'ils mettent l'argent sur le livret A. Donc en France, on ne te dit pas, mais vous inquiétez pas, monsieur, si vous perdez votre travail, vous montrerez votre boîte et on vous appuiera et on vous aidera et on vous assassinera pas d'impôts. Le jour où on dira ça, les gens, ils auront pas peur et ils diront, allez, prends un peu plus de risques. Et comme aujourd'hui, on te dit, mais mon pauvre, ton CDI, si tu perds tes tickets restaurant, tu vas mourir. Voilà. Moi, je suis propriétaire de ma résidence principale. D'accord ? Une des dernières niches fiscales qui existent en France. Ouais, ça va pas durer. Propriétaire de ma résidence principale, je paye ma taxe foncière à titre personnel, d'accord ? Quand j'ai monté ma boîte, les impôts, ils sont venus taper à ma porte, ils m'ont dit, monsieur, la taxe foncière professionnelle, j'ai commencé la taxe foncière professionnelle, vous bossez chez vous, ouais, il nous faut payer la taxe foncière des entreprises. J'ai dit, mais attendez, je paye déjà la taxe foncière de particulier. Ah non, mais monsieur, mais il faut payer en plus la taxe foncière de l'entreprise. Pardon. Oui. On vous l'a fait cadeau la première année, on est sympa. Par contre, la deuxième, il faut la payer, monsieur. Ouais, c'est complètement dingue. Donc on a des gens qui te disent, il faut pas prendre la voiture pour pas polluer, donc évitez, restez chez vous, faites du télétravail. Par contre, quand tu montes ta boîte et que tu travailles de chez toi, tu fais cet effort-là. Là, par contre, on te taxe. C'est de la folie. Tu peux pas t'en sortir dans ce monde-là. Donc il faut que ça change. Voilà. Il faut que ça change. J'avais un autre sujet que je voulais qu'on aborde, c'est la place de la bourse dans le contexte, l'environnement inflationniste dans lequel on est là depuis quelques années. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que l'investissement en bourse est de plus en plus pertinent pour un investisseur comparé à d'autres classes d'actifs, tu vois, comme l'immobilier, comme les obligations, comme le private equity, dont on parle de plus en plus ? Alors, c'est un sujet complexe parce qu'en fait, si tu veux, déjà des périodes inflationnistes, il y en a toujours eu, c'est un peu cyclique, ça dépend de beaucoup de choses. L'inflation que l'on a aujourd'hui, c'est une inflation qui est beaucoup importée quand même. C'est-à-dire que c'est une inflation de certaines, pas toutes, quoique de plus en plus, de certaines matières premières, notamment importées. L'énergie. Voilà, évidemment, l'énergie, tu as mis le doigt dessus, beaucoup le pétrole, etc. Donc, si tu veux, si vraiment... Et vraiment, tu voulais vraiment contrer cette inflation-là en t'exposant au marché financier, en fait, il faudrait acheter des actifs qui sont soumis à cette inflation-là. Donc, en gros, si tu veux te protéger contre le pétrole et contre l'augmentation de ton carburant, t'achètes du pétrole. Voilà, un actif financier. Après, il est vrai quand même que mécaniquement, si tu veux, forcément, si le coût de l'énergie augmente, ça augmente les coûts de l'entreprise. Donc, de toute façon, au final... Toutes les boîtes vont répercuter le prix final sur le consommateur. Donc, peu importe dans quelle boîte tu investis, à peu près toutes vont répercuter le prix sur le consommateur. Exactement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, si tu veux, cette philosophie-là, elle est bonne. Mais, il y a un piège, malheureusement. C'est que les gens te disent, exposez-vous à la bourse parce que comme ça, vous couvrez votre inflation. Oui et non, parce que si tu t'exposes à la bourse pour couvrir ton inflation et que la bourse perd 20%, non seulement tu t'es pas couvert, mais en plus tu as acheté au bon moment et en plus tu vas mettre peut-être 5 ans ou 2 ans ou j'en sais rien avant de récupérer ton argent. Pas faux, donc, mais si on prend en compte les autres classes d'actifs, compliqué de se protéger contre l'inflation, puisque les obligations aujourd'hui, à part les obligations américaines et chinoises qui vont rapporter peut-être un peu au-dessus de l'inflation, il n'y a pas beaucoup de solutions. Tu veux dire en performance pure, te protéger contre l'inflation en performance pure? Ouais, hors de l'investissement en bourse?
Bon, après, il y a des périodes, moi, tu vois, quand on était en période de forte hausse des taux, là, juste après le Covid, quand ils ont commencé à baisser les taux, moi, ça, c'est un petit tips que je peux donner, justement, hein, pour tes auditeurs, tu vois, pour quelqu'un qui vient de la banque, c'est qu'en fait, les taux des comptes à terme montent, forcément. Ils se calquent au taux monétaire, en gros, pour faire simple. Et donc là, ce qui est intéressant de faire, moi, ce que j'ai fait, c'est que toute mon épargne, une immense partie de mon épargne monétaire, qui était sur des livrets, etc., tu l'as sécurisé sur des contrats à terme à 4%? 3,5%? Exactement. Même un peu plus, il y en a certains qui font 5%. Et pas mal. et oui, il y a même les premiers, je crois, à 5,5. Donc sur 6 ans ou 7 ans. Donc là, tu te couvres, en plus, tu vois. Et après, derrière, les taux sont baissés, mais toi, tu as figé le taux. Et l'astuce, donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est quand vous faites ça, plutôt que, admettons, vous avez 20 000 euros que vous voulez mettre sur des comptes à terme, ben, ne faites pas un compte à terme à 1 000 euros, à 20 000 euros. Vous faites X comptes à terme, peut-être même 20 comptes à terme à 1000. Comme ça, lorsque vous avez besoin de cet argent, ben, au lieu de casser votre contrat à terme de 20 000 euros, ben, vous en cassez un ou deux ou trois et vous récupérez la somme que vous voulez. Et le reste exposé à un très bon taux. T'es pas obligé de tout casser, très intelligent. Voilà. C'est malin, c'est malin. Très important. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Dans les périodes où les taux explosent, je fige les taux et je sais que Où est-ce qu'on fait ça pour nos auditeurs? Où est-ce qu'on peut figer un compte à terme? N'importe quelle banque. Ouais, ils vont voir leur banquier, ils demandent j'aimerais sécuriser un contrat. Vous demandez la grille des comptes à terme, vous allez recevoir une grille avec des taux en fonction de la durée. Vous prenez la durée la plus lointaine possible. Vous regardez, parce que des fois, il y a des conditions au bout d'un an. Si tu retires, tu as une minoration du taux, mais c'est pas énorme. Bon, voilà. Mais toutes les banques institutionnelles le font jusqu'à présent, donc il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, aujourd'hui, tu vas demander un compte à terme, tu vas avoir du 2%, quoi. Et encore, je sais même pas si tu vas l'avoir. Donc, ça vaut moins le coup. Tu couvres à peine l'inflation, quoi. Mais par contre, quand les taux explosent, souvenez-vous de ça. La prochaine fois que les taux exploseront, vous allez voir votre banque et vous demandez, tout en sachant que l'inflation moyenne est aux alentours de 3% historiquement. Donc, en fait, dès que vous commencez à avoir des taux au-dessus de 3%, vous êtes sûr qu'en moyenne, vous allez vous couvrir sur l'inflation. Voilà. Donc, quand ça commence à 4, 5, là aussi, ça commence à être hyper intéressant. Non, à partir de 5%, ça devient vraiment intéressant. Très, ouais. Donc aujourd'hui, on n'a plus ces taux-là. Hors bourse, est-ce qu'on a vraiment des solutions? Parce que tu vois, beaucoup de gens parlent du private equity. Bon, le private equity Trade Republic est à 12% par an, brut. Je sais pas vraiment ce que ça vaut, honnêtement. Je suis pas trop tourné vers ce type de produit. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pour le grand public. Et en général, les produits pour le grand public, bah, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc, on a les taux qui sont redescendus. On a des obligations qui rapportent pas grand-chose. On a des classes d'actifs qui sont encore compliquées pour être vraiment performants pour les investisseurs particuliers. L'immobilier, ça rapporte plus grand-chose en France. Ben, tu sais, l'obligation, là, je regardais un petit peu, mais les obligations, après, tu peux aller des fois par touchette, hein, tu peux aller chercher de l'obligataire sur les entreprises. Oui, de l'obligataire sur des entreprises. Ouais, j'ai pas là, mais tu peux aller chercher de l'obligataire sur des entreprises. Entre 7 et 9% sur des grosses boîtes, mais bon. Ouais, non, 7 et 9, souvent, c'est des boîtes qui sont en mauvaise santé. Mais par contre, tu as des boîtes américaines, parfois, des belles boîtes américaines qui rémunèrent le capital à 4, 4,5, sur de l'obligataire à 5 ans, à 8 ans. Donc c'est pas extraordinaire, mais là pour le coup et si tu achètes de l'obligataire sur Apple par exemple ou Amazon, pour le coup. Ouais, mais bon, autant acheter l'action, non? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, l'action, tu vas subir la volatilité. L'obligation, non, c'est ça la problématique. C'est que l'action, si elle est survalorisée, ou si elle est bien valorisée, c'est pas évident que tu te couvres de l'inflation. Si tu veux vraiment purement couvrir l'inflation chaque année avec un taux, donc un coupon, parce que c'est un coupon, eh bien là, pour le coup, ça peut, voilà, ce genre de truc, contrairement à des dividendes. Contrairement à des dividendes, puisque je rappelle qu'un dividende est un détachement, hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Donc, contrairement à ce qu'on nous raconte à droite et à gauche, un dividende, tout simplement, que tu achètes une action 100 €, il y a un dividende de 10%, le lundi, tu touches tes 10 €, mais ton action, elle vaut 90. Exact. C'est une partie de la boîte qui s'en va. On peut voir ça comme ça. C'est pour ça qu'on appelle rendement, du mot rendre. On rend l'actionnaire ce qu'il a investi. On rend, on lui donne pas, on rend. C'est pour ça qu'on l'appelle un dividende et pas un intérêt ou un coupon. On l'appelle un dividende. Sinon, on l'appellerait un intérêt. Un livret A,
quand vous avez votre taux d'intérêt à la fin de l'année, le taux d'intérêt vient s'ajouter au capital que vous aviez le 31 décembre. Le 1er janvier, il vient s'ajouter au capital que vous avez. C'est pas le cas pour un dividende. Mais là aussi, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on rencontre tout et n'importe quoi à ce sujet-là. J'ai démonté un mec la dernière fois qui disait que quand il y avait des rendements de 50%, il fallait absolument acheter parce qu'au bout de 2 ans, vous aviez doublé votre capital. Ouais, j'ai tombé sur ça la dernière fois. J'étais fou. J'ai même fait une vidéo, etc. dessus. Oui, mais ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu passer cette vidéo. Ah ouais, mec, crâne rasé, là, j'étais fou. C'est dingue. Ouais, bon, j'ose espérer que les investisseurs français et ceux qui nous écoutent savent que c'est n'importe quoi. Mais j'imagine qu'il y a quand même des gens qui tombent dans le panneau, malheureusement. Bah, surtout ceux qui commencent, les pauvres. Ceux qui commencent, on leur dit, mais vous allez toucher 50% par an, dans 2 ans, vous allez rembourser votre capital, vous prenez pas de risque. Ouais, mais quand tu sais pas, tu vois, tellement de... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc pour limiter la volatilité, les obligations sont toujours une classe d'actifs intéressante. Moi, tu vois, j'en parle avec mes clients. Bon, les obligations européennes aujourd'hui rapportent pas grand-chose. Les obligations des entreprises, comme tu dis, sur des grosses boîtes vraiment très solides financièrement, c'est intéressant. Les obligations américaines et chinoises sont aussi intéressantes, mais attention, ça expose à la volatilité du taux de change, qui peut être forte. Hein. On a vu 10% entre l'euro et le dollar sur un an. Là. Donc, faut faire attention à ça. Ouais. Mais bon, sur des périodes de temps de 4-5 ans, normalement, les taux de change sur les monnaies type dollar, yuan, euro s'équilibrent normalement. Donc, c'est quand même des investissements qui sont assez intéressants pour sécuriser des taux d'intérêt autour de 4 à 5%. Maintenant, avec une inflation à 3%, bon, vraiment pour préserver du capital, c'est bien pour un investisseur particulier qui n'a pas forcément accès à des outils qu'un investisseur en banque privée pourrait avoir, tu vois, type produits structurés ou autre. Donc ça peut être intéressant, mais bon, ça va pas être des rendements vraiment fous. Hein. Et l'immobilier rapporte de moins en moins en France, surtout quand on prend en compte tout ce qui est fiscalité. Tu vois, je regardais là, de l'obligataire McDonald's, par exemple, tu vois, 2035 échéance. Donc 2035, ça fait 9 ans, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. 10 ans, quoi. 5,33. McDo, bon, a priori, ça va, quoi, tu vois. T'as même de l'eBay, t'as du Meta, tiens. Facebook, 5,28 il rémunère. Bon, voilà, tu vois, j'avais 17% tout à l'heure, je pensais à Meta, mais ouais, c'était un peu moins que ce que je pensais. Alphabet, 5,26, tu vois. Donc, quand même, c'est pas mal. Pour des boîtes comme ça, c'est magnifique. C'est des boîtes. Quand même pas mal. Bon, effectivement, c'est $1, t'as raison. Donc, le taux de change. Faut faire attention au taux de change. Mais bon, tu vois. C'est que c'est pas si mal, quoi. Et après, je te dis, après, tu peux aller sur, comme je te disais, le portefeuille Forteresse qu'on a, nous. Bon, bah là, tu vas avoir, de toute façon, vu que c'est un mélange d'actifs, tu as toujours des actifs qui continuent de monter. Hein. C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais des matières premières. Tu vois, les matières premières, moi, je trouve que c'est intéressant de manière globale pour préserver du capital et on va dire suivre l'inflation, puisque pour miner de l'or, il faut dépenser de l'énergie et le prix de l'énergie est corrélé à l'inflation. Donc normalement, tu vas te couvrir dans l'inflation. Le truc, c'est que on a vu beaucoup de volatilité sur les matières premières là depuis sur l'or, l'argent, le cuivre, tout ça. Voilà. Donc en 2026. C'est compliqué de s'exposer aux matières premières, je trouve. Hein. Tu vois, c'est quelque chose que je recommande pas du tout à mes clients parce que il y a eu beaucoup de volatilité et on est aujourd'hui sur des niveaux de prix où quand on regarde ce qui s'est passé en 2010-2011, après que l'or ait beaucoup progressé, il y a eu 5, 6, 7 ans de baisse. Donc bon. Matière première, il faut s'exposer, c'est très cyclique, hyper cyclique, très volatile quand ça démarre, très volatile quand ça corrige. Il faut s'exposer quand tu as des gros pays, tu vois, par exemple en ce moment. Et après une longue phase d'accumulation peut-être. Voilà. Tu as, par exemple, sur les matières premières, tu as le coton qui est pas mal en ce moment. Tu as le sucre également qui est pas mal en ce moment. Ouais. Tu fais ça via quoi? Via des ETF? Ouais, alors tu peux avoir des ETF, tu peux avoir des CFD, tu peux avoir... Ils sont pas tous, parfois c'est un peu compliqué, mais après tu as des ETF, carrément, tu as l'Invesco, j'ai oublié ça, le D quelque chose, je me rappelle plus. Où là, tu t'exposes effectivement. Donc là, pour le coup, c'est une vraie couverture quand même, hein, sur l'augmentation des prix des matières premières quand même. Hein. Ouais, mais il ne faut pas le faire pour gagner de l'argent, il faut le faire pour se couvrir sur les prix, pratiqués à l'extérieur, quoi. Ouais. Et tu vois, je trouve que ça reste compliqué de
trouver quelque chose qui est pas cyclique, volatile. Je connais pas le coton, mais je regarde, tu vois, de temps en temps le platine, j'ai regardé de l'uranium, Palladium, des choses comme peut-être. ça. Ouais, palladium, voilà. Je regarde ça et je sais pas, j'ai du mal à me dire que ça peut être intéressant sur du long terme. Je sais pas. J'ai du mal avec les matières premières, moi, personnellement. Ben, je pense que, je me permets, je pense que tu as un petit peu tort, dans ce sens où tu as raison, c'est très volatile. Par contre, il faut vraiment être très précis sur les points d'achat, très exigeant sur les points d'achat, parce que les points d'achat, ils sont rares, mais si tu les loupes et que derrière tu cours après le papier, tu peux vraiment te faire mal avec la volatilité. En Ouais. revanche, je pense que d'avoir une petite poche de matières premières dans un portefeuille, Acheter au bon moment, en fait. Ça, acheter c'est toi, c'est ça que au tu bon dis. moment, en tout Ouais. cas à un moment intéressant. Au bon, ça Oui, sous-entend le oui. point bas, donc ça c'est pas possible. Mais en tout cas, à un moment, je pense que ça a du sens, moi, beaucoup de sens même, parce que de Ok. toute façon, les matières, s'il y a bien un truc qu'on va manquer, qu'on manque d'ailleurs, c'est les matières premières. C'est pas pour rien que les Chinois ils achètent des matières premières pendant le Covid, quand tout s'est pété la gueule sur les matières premières, et ils ont stocké comme c'est pas permis. Et là, ils se sont remis à acheter très vivement de l'or. Ils se sont mis à accumuler à nouveau de l'or. Là, au mois de juin, j'ai vu qu'ils avaient battu un nouveau record, les Ah bah, ça Chinois. fait 3 mois là enfin, Ah ça fait des ouais, mois et des mois qu'ils achètent ouais, énormément d'or. énormément d'or. Et Donc, d'ailleurs, il vient de quelque part cet or, hein. bah ouais. Il vient de nos pays et l'histoire a montré que à chaque fois que le stock d'or d'un pays baisse, en général, ça ne présage rien de très bon. On en a vendu de l'or. Je crois il y a 3 ou 4 ans, ils ont vendu, je crois, 10 milliards d'or, Ouais, comme ça, à la ouais, Banque ouais, de ouais. France. J'ai plus le chiffre, mais bon, non, mais de toute façon, il y a des transactions. Tu sais, on vit dans un monde aussi on va vivre aujourd'hui, les plus de 60 ans en France, ils ont en épargne monétaire financière, ils possèdent 2000 milliards d'euros d'épargne en France. Si on ajoute l'immobilier qu'ils détiennent, on monte à 6000 milliards. Quasiment 2 fois la dette française, qui est à 3,6 milliards, 3,8 milliards, je sais plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 20 à 25 prochaines années, on va avoir un transfert d'épargne qui ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Jamais. Parce que la génération de mes parents, presque les tiens, c'est la génération qui s'est le plus enrichie par rapport à la précédente. Et surtout, nous sommes la génération qui s'est le moins enrichie par rapport à la précédente. Qui va certainement le moins s'enrichir. Donc ça veut dire qu'en fait, et en plus, nous on est la première génération, ils savent, ils ont fait des sondages, etc. Ils savent que la moitié de l'argent de nos parents, dans l'immense majorité, elle est chez les institutionnels, chez BNP Paribas, Banque Populaire, chez les grosses banques, quoi. La plupart de nos parents, enfin, moi mes parents ils ont 60-65 ans, c'est chez les banques tradies, quoi, voilà. Mais par contre, ils savent qu'il y a plus de la moitié de cette épargne-là qui va bouger, qui va aller certainement chez d'autres banques, voire qui va être géré personnellement par les gens qui s'éduquent financièrement. Donc il y a des enjeux colossaux, absolument colossaux. D'ailleurs, c'est pour ça que nos politiques, nos charmants politiques, c'est pour ça que le sujet de la transmission est un sujet sur lequel ils s'emparent, parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à aller prendre là-dedans, tu vois, pour rembourser la dette. C'est pour ça qu'ils veulent piller le patrimoine. Et qu'on a toujours des taxes sur l'héritage qui sont parmi les plus élevés du monde. Énorme, et t'as Gaël Braun-Pivet, je sais plus quoi ça, Braun-Pivet, bon bref, peu importe, Braun-Pivet, là, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, là, qui disait que c'était de l'argent tombé du ciel, qu'il fallait le taxer. Parce que, pourquoi elle dit ça? Elle le pense pas, je pense pas qu'elle le pense, ou alors si elle pense c'est grave, mais c'est qu'elle sait que c'est la seule manière, finalement, de remettre le pays à flot, c'est d'aller chercher l'argent où il y en a, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que tu penses que les CGP français ont eu un rôle dans comment dire ça, ce manque d'investissement des Français depuis 40 ans? Bah écoute, c'est un vaste sujet, les CGP, parce que... Alors moi, c'est évidemment un truc que je connais très très bien, puisque j'ai fréquenté des CGP dans le milieu bancaire, maintenant j'en fréquente en dehors du milieu bancaire. Ça a explosé ces derniers mois. Je veux dire, sur LinkedIn, je sais pas si je connais un mec qui est pas CGP sur LinkedIn aujourd'hui. Tout le monde est CGP. Si tu veux, bon, des CGP historiquement, c'est vrai que, je vais pas dire le contraire, c'est vrai que la compétence dans les banques, il y avait tout.
Voilà. J'ai connu des CGP catastrophiques. J'en ai connu des très très bons, notamment un à qui je pense en début de carrière, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, si tu veux, on forme des CGP en 2 mois, qui pensent être des bons CGP. D'ailleurs, ils sont tellement nuls que leur seul angle argumentaire, c'est de parler des frais, en fait. Donc, quand tu as quelqu'un qui te parle uniquement des frais, c'est qu'en fait, il n'est pas capable de te proposer des produits. Donc, en fait, leur argumentaire, c'est de dire, on va vous proposer des ETF monde pour faire comme le marché, et au lieu de vous prendre 2 ou 3% comme les banques, moi, je vais vous prendre qu'1%. Super la plus-value que tu apportes. Et quand tu leur dis, est-ce que vous avez déjà ouvert un graphique boursier, tu dis non, ça n'a pas d'intérêt quand tu es CGP d'ouvrir des graphiques boursiers. Non, tiens, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si tu pilotes une Formule 1, mais tu t'intéresses pas aux pneus de ta bagnole, quoi. Tu vois, c'est exactement pareil. Donc, si tu veux, est-ce que véritablement le milieu CGP est un milieu qui a monté en compétence avec la nouvelle génération? J'ai quelques doutes. Il y a des très bons, attention, j'en connais, moi, des très très bons. D'ailleurs, beaucoup des très bons sont des gens qui venaient de la banque et qui ont décidé après de se monter seuls et qui ont bénéficié de l'expérience et de la formation bancaire pour ensuite évoluer vers d'autres trucs. Donc là, mais bon, quand je vois des jeunes, des fois de 20 ans, 21 ans, monter leur cabinet CGP, bon, ils meurent très rapidement. Ils meurent très rapidement. De toute façon, c'est un métier où si t'es pas bon, c'est vite réglé. De toute façon, quand tu vois un CGP qui passe son temps à faire des carousels et des posts sur LinkedIn, je peux te dire que moi, je travaille avec des amis qui ont un cabinet qui s'appelle Urutia Gestion Privée. Ils étaient comme moi des banquiers pendant 20 ans. Ils ont ouvert leur cabinet il y a 3-4 ans. Ils gèrent 40 millions d'euros aujourd'hui. Je peux te garantir qu'ils n'ont pas le temps de poster sur les réseaux sociaux. Non. Et puis, de toute façon, tu n'en as pas besoin. Parce qu'à partir du moment où tu as ta clientèle et que tu fais du bon travail, le réseau marche pour toi, en fait. Et puis, je vais te dire, en France, la vérité, c'est qu'on aime la discrétion. Culturellement, on aime la discrétion. Toi, si tu as 5 millions d'euros à placer, est-ce que tu vas le placer chez un mec qui fait des posts toutes les 5 minutes sur LinkedIn? C'est peu probable. C'est peu probable. Ouais. Voilà. Donc, souvent, ces gens-là, ces CGP-là, ils vivent de formations qu'ils vendent eux-mêmes pour former d'autres CGP. Voilà, c'est une espèce de pyramide, là, maintenant. Je suis pas dans ce truc de LinkedIn, mais il faudrait que je regarde. On rigole bien sur le LinkedIn, etc. Il faudrait que je regarde. Donc, voilà. Donc, pour voilà. Est-ce qu'ils sont responsables? Oui, en partie, je pense. Moi, tu vois, je peux peut-être te raconter une expérience personnelle. Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à la finance et à l'investissement? Parce que à 20 ans, j'avais monté une petite boîte, j'avais quelques dizaines de milliers d'euros à investir, et donc je voulais investir cet argent pour qui travaille. Et donc, je n'y connaissais rien. Première chose que j'ai fait, c'est me dire, je vais faire la moitié de mon capital, je vais l'investir moi-même, et l'autre moitié, je vais être conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, j'ai trouvé un CGP je crois que ma mère connaissait. J'ai pris un rendez-vous avec elle. Elle travaillait chez un assureur, je vais pas nommer parce qu'on va pas faire de médisance, mais voilà. Elle m'a conseillé donc un PER et une assurance vie à 20 ans, alors que mon objectif était d'avoir de la performance. Elle m'a donné alors j'ai oublié le nom, mais tu sais, c'est pas forcément déconnant, pardon, je te coupe, mais c'est pas forcément déconnant. C'est pas forcément déconnant. Parce que, tu sais, l'assurance vie, c'est le véhicule. Donc, ça dépend ce que tu mets dedans. Moi, voilà, tu peux faire du 12% par an avec un compte à l'assurance vie. Bien sûr. Mais bon, pour un jeune de 20 ans qui cherche de la performance et qui veut investir sur les marchés boursiers, un PEA est peut-être plus utile. Bon, peu importe. Voilà. L'assurance vie et le PER, elle me dit, tu sais, il y a des différents profils. Profil peu de risque, moyen risque, haut de risque. Donc moi, elle me met dans le profil haut de risque. Je crois que c'était 8% par an de visée à long terme. Au bout d'un an, je fais le bilan. Le marché a fait 20%. C'était en 2021 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était en 2021. Le marché avait fait 20%. Mon assurance vie avait fait 0. Et j'avais payé sur l'année 5% de frais. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et que même moi, tout seul, qui avait fait n'importe quoi, tu vois, j'avais investi sur des boîtes à dividendes, etc. J'avais fait des erreurs de début, mais j'avais toujours fait mieux, quoi. Donc, je me suis dit, c'est quand même dingue que la fille, je l'ai appelée, on a fait un rendez-vous, elle m'a fait signer les papiers, j'ai envoyé mon argent, je ne lui ai plus jamais, impossible de lui parler, impossible de lui demander. Je regarde ce qu'il y a dans mon portefeuille, je vois que les 5 premières lignes, c'est les 5 lignes de l'assureur. C'est des produits de l'assureur, tu vois, sur lesquels il y a des frais. Enfin, un truc complètement dingue. Et je me dis, si c'est ça, les CGP,
depuis 50 ans. Alors j'imagine que c'est pas tout ça, hein, je fais pas de généralité, il y en a sûrement des bons, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible de conseiller un jeune comme ça. Je suis d'accord. Après, je te dis, j'ai dans le milieu bancaire comme dans les autres milieux, je rencontre encore de tout. Moi, j'ai souvenir à l'époque, quand je commençais à m'intéresser vraiment au marché financier, d'avoir eu un CGP en face de moi, de lui demander à combien était le cours de l'action de la banque dans laquelle on travaillait tous les deux, et que le mec, c'est pas à l'euro près, c'est pas la dizaine d'euros près, c'est qu'en fait, il n'en sait strictement rien. Voilà. Ouais. Donc, quand tu es CGP et que tu n'es pas capable de savoir combien cote à peu près, voilà, à peu près le cours de l'action de la boîte dans laquelle tu bosses, si tu veux, c'est pas terrible, quoi. Ah, ouais, et tu vois, c'est pour ça que je te posais la question. Alors, mon expérience n'est pas représentative de ce que vit tout le monde et Non, de mais tous les tu vois, CGP, mais je sais, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et tu vois, quand je demande à droite, à gauche, les gens en France ont très très peur d'être conseillés pour leurs investissements parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils ont peur de perdre leur argent. Donc du coup, bah, ils le laissent sur des placements qui leur apportent rien et même qui leur coûtent de l'argent, hein, parce que c'est en dessous de l'inflation, le livret A ou ce genre de choses. Et quand on voit le travail que font certains CGP, bah, je comprends, quoi, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Et moi, j'ai l'ambition de me dire, bon, bah, ce serait cool qu'il y ait un peu des CGP 2.0 qui soient pas, tu vois, CGPI, qui sont pas commissionnés par des assureurs, qui sont pas commissionnés par des banques, qui sont vraiment, qui font du bon travail pour leurs clients, qui placent l'argent de leurs clients de la bonne manière, quoi. Mais tu sais, c'est pas tant un problème de commission et tout ça. Ouais, c'est un problème de compétence et de performance. Moi, les frais, si tu veux, de CGP, moi, si le CGP il me prend 5% par an de frais, mais qu'il me rapporte 10 ou 15 net, j'en ai strictement rien à faire de lui donner 5% de frais. Exact, c'est ce que je dis à tous mes clients. Voilà. S'il me prend 0% de frais, mais qu'il me rapporte 0, ou qu'il me fait perdre de l'argent, ça me sert à rien, tu vois. Donc c'est toujours pareil. C'est pour ça que je te dis, le débat sur les frais est un débat, mais un débat parmi tant d'autres. Moi, ce que je veux, c'est la performance. Quelles sont tes compétences? Est-ce que tu es capable de me dire, voilà, de débattre un peu comme on l'a fait aujourd'hui, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, d'avoir une vision aussi. Tu peux te tromper, mais d'avoir une vision sur l'avenir, d'avoir des connaissances, tu vois, être capable de parler de marché obligataire, capable de parler des indices boursiers, capable de parler des matières premières, capable de me parler de l'économie, capable d'avoir une vision, encore une fois, de ce qui peut se passer éventuellement, et de comment on anticipe potentiellement plusieurs scénarios, comment on construit un portefeuille pour justement anticiper plusieurs scénarios. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'attends d'un CGP. Bon, moi maintenant je l'attends plus parce que c'est un métier que je connais bien, mais en tout cas si j'étais particulier, c'est ça que j'attendrais d'un conseiller, de la pédagogie là-dessus. Pas si c'est un conseiller pour me dire, bah écoutez, on va pas s'embêter, on va vous faire un ETF monde, hein, et puis au lieu de vous prendre 3%, je vais vous prendre 1,5 moi, voilà, parce que je travaille en caleçon depuis chez moi, donc c'est normal que je vous prenne que 1,5 quoi. Non, c'est pas ça que j'attends d'un CGP. Voilà. C'est bonne chose. Plus le côté fiscal, plus le côté successoral, ça c'est encore autre chose. On parle là de l'allocation active, mais voilà. C'est un tout en un. Il doit être là, il doit conseiller, il doit aussi être. Alors, il doit pas appeler ses clients tous les jours, mais je pense que un rendez-vous tous les mois, tous les 2 mois, pour faire un point, pour expliquer comment ça se passe, pour proposer des arbitrages, ce genre de choses, c'est le boulot du CGP. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup qui font ce taf-là, quoi. Ah non, je te garantis. Tu vois, et c'est vraiment dommage. Et j'ai vraiment envie de changer ça parce que il y a beaucoup de Français qui n'investissent pas en bourse, qui ont peur et qui sont bloqués. Tout ça parce que bah, ils ont personne pour les accompagner. Et c'est dommage. J'ai l'impression que c'est moins le cas pour les gens qui ont beaucoup d'argent à placer, parce que quand tu vas en banque privée, les gens sont compétents. Enfin, j'ai l'impression. Oui, plus. Moi, j'ai des clients en banque privée qui sont très bien conseillés. Plus. Et surtout, ils vont dans d'autres pays. Quand tu commences à aller au Luxembourg et tout, là, c'est plus tout à fait pareil. C'est vrai. Mais pour les gens qui ont moins de 100 000 euros, bon bah c'est catastrophique. Et pour même ceux qui ont moins de 200, 250 000, bah c'est compliqué. Ils sont perdus, ils savent pas trop quoi faire, ils ont peur. Et je trouve qu'il y a du boulot à faire de ce côté-là. Ah ouais, t'as complètement raison. Tu me parlais que tu avais fait un livre. Oui, en effet. Tu pourrais nous en dire quelques mots? Ah bah avec grand plaisir. Écoute, j'ai écrit un livre qui va sortir début septembre, je crois, ou mi-septembre. Un petit livre de 504 pages. Je me suis pas embêté, pendant 10 mois j'ai écrit.
qui va s'appeler 100 astuces pour réussir à investir. Et dedans, je parle de tous les sujets liés à l'investissement. Donc, je parle de bourse, d'investissement long terme. Il y a des portefeuilles types. Il y a de l'immobilier, il y a la banque, comment négocier avec son banquier. Il y a les matières premières. Il y a la gestion privée. Il y a absolument tout. Il y a une trentaine de vidéos aussi dans le livre. Il y a des graphiques à 50 pages couleurs qui seront dedans. Enfin, voilà, ça va être un gros livre attendu. À qui il est destiné ce livre? À tout le monde. Je l'ai écrit pour qu'il soit destiné à tout le monde. C'est pas le niveau 1 de l'investissement. C'est-à-dire que, alors, bon, moi, mes proches l'ont lu, hein, notamment mon papa, qui, lui, pour le coup, jamais fait d'investissement, etc. Et il a tout compris, il m'a dit. Donc, a priori, c'est que c'est accessible. Mais c'est quand même le niveau 2, c'est-à-dire que je vais plus loin. Je donne vraiment des portefeuilles modèles, je donne vraiment des ETF, j'explique vraiment des stratégies de bourse, j'explique vraiment des stratégies d'investissement en immobilier de A à Z, j'explique vraiment de A à Z comment on négocie des taux ou des crédits immobiliers avec son banquier, j'explique vraiment la gestion privée, comment on peut orienter sa gestion patrimoniale, vraiment. Et puis je te dis, il y a 30 vidéos avec. Il y a des outils également qui te permettent de sélectionner toi-même. Tout ça, c'est compris dans le livre. Hein, sélectionner toi-même. Il y a des quiz. Il y a un quiz avec 100 questions où, en fait, ça te permet de t'évaluer, de voir les points que tu dois bosser, etc. Enfin voilà, il y a incroyable. Une présentation plus globale si tu veux, quand ça sortira. On en reparlera dans un prochain podcast. Avec grand plaisir, mais et voilà, ça sort mois de septembre alors. Ouais, ça sort au mois de septembre. Ouais. Ok. Ouais, et le titre, tu nous l'as dit? 100 astuces pour réussir à investir. Et il y a vraiment 100 astuces pour réussir à investir. Incroyable. Super. Tino, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. On se refait un point et un podcast dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour la sortie de ton livre, ce serait un grand plaisir. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on refasse un podcast ensemble et si vous avez des questions pour la prochaine fois. Et merci beaucoup à toi. Merci Hugo, merci à tous.